Bonjour à tous. Bonjour à tous les amis. Alors, je vais juste enlever ça. Toc, et on est bon. Bonsoir à tous. Déjà pas mal de monde qui attendait avant le live, ça fait plaisir. Bonsoir Marie, bonsoir Alexandre, bonsoir Sophie, bonsoir Lily. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vais vérifier si tout fonctionne bien donc sur les différentes plateformes. Ce soir, nous sommes donc en direct sur YouTube, Facebook, VK, Daylive et Periscope. Et il y a déjà pas mal de monde sur Periscope, donc super, déjà pas mal de monde. Voilà, donc bienvenue à tous. On va commencer, hein. Bonsoir Daniel du Québec. Bon courage à vous aussi, hein. J'ai vu qu'il y avait des manifestations de prévues pour le mois de septembre contre le pass sanitaire parce que ça va pas tarder non plus. Bonsoir Marie, bonsoir Pierre. Eh ben écoutez, si tout fonctionne bien, on va commencer. Bonsoir Eddy. La guerre des nerfs, donc c'est le titre de cette revue de la semaine, et on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi. En détail, on essaiera de garder le moral, parce que c'est une guerre qui est usante, une guerre qui est psychologique, qui est longue. Et voilà, j'essaierai de parler un petit peu de tout ça. Bonsoir Dimlab. Et donc on commence tout de suite, et ben on commence avec les manifestations hein, qu'il y a eu donc samedi dernier, avec un petit résumé donc de Anonyme Citoyen que je vous encourage à suivre, notamment pour les manifestations. Il couvre vraiment beaucoup d'endroits. Et là donc ils ont fait un petit récap un peu des principales villes, des principaux rassemblements. Donc on commence tranquillement avec ça. C'est parti. Ah, donc ici c'est Toulon. Ensuite on a Montpellier, si ça veut bien. Alors, toute la connexion est bonne, mais bizarrement, il veut pas lancer cette vidéo-là sur Twitter. Puis on passe, c'est pas très grave. Mais normalement, il devrait la passer. Bonsoir Stoyan, merci d'être présent. Merci au Modo, c'est vrai que j'ai oublié. Merci aux chercheurs d'or pour toutes les informations qu'ils me trouvent à chaque fois, chaque semaine, le temps qui passe. Merci aux Modo qui sont là ce soir pour la modération sur YouTube, ça fait plaisir. Écoutez, je sais pas pourquoi cette vidéo veut pas se lancer. C'est dommage. En tout cas, si vous voulez la voir, elle est sur Anonyme Citoyen, donc les images de la mobilisation partout en France, pour ce 6e samedi consécutif donc de la manifestation contre le pass sanitaire. Écoutez, on va avancer puisque elle n'a pas l'air de fonctionner. C'est pas grave. On y va. Alors, une foule impressionnante scande donc Raoult devant l'IHU de Marseille. Ça a fait du bien, puisqu'on va le voir après. Didier Raoult qui est un petit peu poussé vers la sortie, donc, et beaucoup de monde, que ce soit à Marseille ou bien à Paris et dans les autres manifestations, qui ont poussé et qui ont mis des pancartes, notamment pour Raoult et le docteur Fouché. Donc vraiment, ça fait plaisir et je pense que ça doit lui faire du bien aussi de voir que, il le sait, hein, mais ça doit lui faire du bien quand même de se rappeler qu'il est soutenu par beaucoup de monde. Donc voilà, en espérant que celle-ci fonctionne. Voilà, bravo aux Marseillais donc qui ont vraiment voilà, montré leur soutien à ce grand monsieur qui est Didier Raoult. J'en parlerai encore un peu après, notamment avec l'actualité, donc ce qui se passe actuellement avec le docteur Fouché et le docteur Didier Raoult. Donc on continue.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, hein. Je viens de voir passer Sophie, celle de Montpellier, j'y étais, c'était énorme. Oui, il y avait beaucoup de monde. C'est sûr qu'il y avait énormément de monde. J'ai pas encore refait parce que bon, sinon je le fais à chaque fois. Le nombre donné par BFM TV, les médias et le gouvernement. En tout cas, bien sûr que les chiffres sont sous-évalués voilà, pour donner l'impression qu'on est une minorité, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde, des belles pancartes, des belles ambiances, et ça c'est super. Pas de son sur la vidéo. Ah si, il y avait du son sur la vidéo, vous l'avez pas eu? Ah mince. Je vais vérifier si tout est bon de mon côté, mais je crois que c'était bon. Tac, tac, tac. Ouais, tout était bon normalement. Bah, je revérifierai ça pour la prochaine vidéo. De toute façon, j'ai pas beaucoup de vidéos pour aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Faut pas avancer. Voilà. Alors Sophie, c'est intéressant ce que tu dis, et justement, on va en parler tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai nommé ce live la guerre d'usure, puisque voilà, il est temps aussi de dresser des constats et voilà, de se poser des questions, et en tout cas, c'est intéressant, ce genre d'idée. Alors, passe sanitaire, donc environ 40% de baisse de la fréquentation des restaurants, donc selon une enquête. Donc là, on est sur RT France. Le syndicat des indépendants et des TPE a réalisé une enquête auprès de 300 restaurateurs durant la première semaine d'application du pass sanitaire afin de mesurer son impact. Elle révèle une forte baisse d'activité des restaurants en France. Et donc, ils subissent une baisse de l'ordre de 40%, hein, c'est ce qui a été montré là dans cette enquête, une baisse voilà, de 40% de leur fréquentation depuis la mise en place du pass sanitaire. Résultat, 87% d'entre eux ont observé une baisse de fréquentation et donc de chiffre d'affaires. 73% de ces derniers ayant indiqué que cette baisse était de l'ordre de 40%. Donc, vous vous rendez compte, 73% de ceux qui ont été pris dans l'enquête ont indiqué que cette baisse était de l'ordre de 40%. Donc voilà, ça nous fait une bonne moyenne. Donc une grosse baisse hein, pour les restaurateurs, mais c'est pas tout. Une grosse baisse aussi pour les salles de sport. Donc là, c'est France TV Info. Parmi les perdants de l'instauration du pass sanitaire se trouvent aussi les salles de sport, avec une entrée du QR code qui aurait fait fuir les clients. Une hausse des résiliations, des abonnements est même recensée. Donc on nous dit néanmoins, durant les 2 dernières semaines de juillet, la fréquentation des salles de sport a diminué de 40% par rapport à 2019. Voilà, donc on a à peu près les mêmes chiffres entre les restaurateurs et les salles de sport. Et on continue. Les lieux de culture et loisirs subissent une baisse de fréquentation. Donc là, on est sur LCI. Donc on possède déjà un peu de recul sur l'application du pass sanitaire en vigueur dans les lieux culturels et de loisirs le 21 juillet dernier. Depuis, la fréquentation a chuté pour certains. L'ambiance ressemble à celle d'un mois de novembre dans un parc d'attractions de Sorigny, en Indre-et-Loire. En cause, un mois de juillet pluvieux, mais surtout le pass sanitaire. D'après son directeur, la fréquentation a chuté de 70% depuis son instauration. Donc là, il y a un parc d'attractions, chute de 70%. On se rappelle, salle de sport et restaurateurs, on est déjà à 40% hein, de leur côté. Même constat au château de Langeais, qui baisse aussi de 70%. Voilà, donc là, je voulais vous enchaîner ça pour vous montrer que voilà, dans plusieurs strates de la société, ça baisse de partout les fréquentations. Je vais juste quitter ça, voilà. Ça baisse énormément, et le gouvernement nous dit bonsoir Paris-Ambre. Et le gouvernement, par contre, qui lui laisse planer un vent d'optimisme par rapport à l'économie française. Donc on a les chiffres, hein, 40% pour les restaurateurs, 40% pour les salles de sport, 70% pour certains lieux de culture, je dis bien certains, hein, lieux de culture et de loisirs. Donc voilà, grosse baisse un peu partout, mais selon le gouvernement, au niveau de l'économie, ça se passe plutôt bien, ils sont plutôt optimistes, et ça devrait remonter d'après ce qu'ils disent dans cet article de Le Monde. En tout cas, ils essayent de rassurer un peu tout le monde. Moi, ce qui me choque, c'est que ça fasse pas plus de bruit que ça les pousse pas à stopper très vite ce pass sanitaire, puisque qu'on accepte comme ça une baisse aussi drastique, et en plus on le sait, hein, on le dit, même les médias le disent que c'est à cause du pass sanitaire, bon un peu de la météo, mais surtout du pass sanitaire, c'est quand même énorme. Et le fait qu'ils soient toujours pas poussés à arrêter ce pass, c'est quand même assez incroyable. Après, c'est aussi, je pense, un de leurs buts, hein, d'essayer de crouler une partie de l'économie française. À voir si c'est vraiment ça.
Allez, ça va, Savax, vous en avez, je pense, entendu parler. Le Vaxibus du gouvernement vaut le détournement, avec le Huffington Post. Donc, ce dimanche 23 août, Skyrock a annoncé son partenariat sur Twitter avec le ministère des Solidarités et de la Santé, leur projet, un lancement d'un Vaxibus ayant pour slogan « Ça va, ça vax ». Cette opération a pour objectif d'aider à vacciner la nouvelle génération, puisque la nouvelle génération n'est pas assez vaccinée. Bonsoir Alain. Le Vaxibus leur promet de pouvoir enregistrer une dédicace diffusable sur Skyrock. Voilà, c'est super, vous pouvez être vacciné et en plus avoir votre propre dédicace sur Skyrock. Tout ça gratuitement, c'est juste magique. On continue dans le ridicule. On continue dans le ridicule et on continue surtout dans la provocation, dans la division du peuple français. Bonsoir Jean-Frédéric, qui nous suit depuis VK. Merci à toi. Vous voyez, regardez là sur Skyrock une affiche. Moi, je suis anti-vax. Non, t'es pro-virus. Voilà. Fini le slogan des anti-vax. Nous sommes désormais des pro-virus. Donc nous qui demandons à ce que les traitements qui sont utilisés dans d'autres pays et qui fonctionnent très bien soient utilisés en France et qui prônons le fait que c'est pas avec le vaccin qu'on va résoudre ça, c'est le professeur Didier Raoult qui le dit, et c'est plutôt avec du traitement, des traitements qu'on va résoudre cette crise, plutôt qu'avec des vaccins, alors qu'on sait que c'est un virus qui mute. Donc qui dit mutation dit nouveau variant, dit vaccin qui marche moins bien. Donc voilà, nous, on n'est plus des anti-vax désormais, on est des pro-virus. Donc bonsoir à tous, les pro-virus. Merci, je vois que ça monte beaucoup là, il y a beaucoup de monde en direct, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager le live si ça vous plaît. Comme ça nous permet de toucher plus de monde, tout simplement. On gagne rien, hein. C'est juste pour essayer de toucher un maximum de monde, de réinformer la population pour qu'on puisse tout simplement ne plus aller dans la direction où on veut nous faire aller, et justement aller dans notre propre direction. Bonsoir Sandra, bonsoir Stéphane, bonsoir, comment on sort de ce merdier. Bonsoir Jules, bonsoir Pirkina, bonsoir à tous. Merci d'être présents en nombre ce soir. Voilà, donc c'est assez incroyable. Donc là, on est vraiment en train de pousser les gens les uns contre les autres, donner des arguments à un camp. Donc là, en l'occurrence, à ceux qui se sont fait vacciner. Et donc voilà, on n'est plus des anti-vax, on est des pro-virus, sachez-le. En tout cas, c'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Voilà, que ce soit les médias, les stations de radio, tout est en propagande. Et il y a quelqu'un qui me l'avait rappelé, c'est que il y a une chose qu'on aurait dû assister beaucoup plus, c'est quand Emmanuel Macron a dit « nous sommes en guerre ». À partir du moment où il a dit ça, « nous sommes en guerre », c'est qu'on rentrait dans un état de guerre, c'est-à-dire un état où la propagande était tolérée, était autorisée, et pire que ça, c'était la seule voie, c'est-à-dire que tout le monde devait suivre le gouvernement là-dedans, puisque si on ne le faisait pas, eh bien on n'était pas au service de la guerre pour la France. Donc là, c'est vraiment ça, on est dans une propagande, que ce soit tous les médias mainstream ou bien même les stations de radio, toutes les strates de la société, les acteurs, les stars de télé-réalité, les joueurs de football, tout le monde fait front uni pratiquement derrière le gouvernement. Allez, une remise de peine contre une vaccination contre le Covid-19, c'est ce qu'un tribunal envisage de faire, vous ne rêvez pas. Le tribunal de Sarreguemines en Moselle envisage d'accorder des remises de peine de 2 mois aux détenus de la maison d'arrêt de la ville s'ils se font vacciner contre le Covid-19. Moi, j'aimerais bien savoir si en termes juridiques et en termes... Est-ce que c'est légal, quoi? Enfin, je veux dire, c'est des dérogations qui sont totalement incompréhensibles. Donc voilà, vous pouvez... c'est incroyable. On va faire sortir des gens plus tôt de prison, des gens qui auront subi le chantage du vaccin, et on va remettre des gens qui, par contre, ont pas subi ce chantage de vaccin. Eux, on va les mettre en prison parce que c'est pas des bons citoyens. Voilà, on va remplacer les mauvais citoyens qui se sont fait vacciner par des bons citoyens qui veulent pas se faire vacciner. C'est juste incroyable. Donc voilà, c'est pas commun. Donc c'est le tribunal de Sarreguemines en Moselle qui envisage d'accorder des remises de peine. Voilà, donc il précise quand même les personnes condamnées pour violence conjugale, violence sur mineurs de 15 ans ou moins, ou pour des crimes ou délits de nature sexuelle seraient toutefois exclus de ce dispositif. Ils ont dit seraient, c'est pas encore sûr. J'espère bien qu'ils seront exclus et j'espère bien que tout le monde sera exclu de ça, parce que c'est juste n'importe quoi en fait, tout simplement. Donc, ce qu'il y a derrière ça, c'est valoriser le sens de la responsabilité collective chez les détenus. Voilà. Allez, on passe pour éviter de s'énerver.
Ah zut, quand LCI se trompe et invite un médecin compétent et non mensonger, on lui coupe la parole. Donc un médecin qui est interrogé donc sur LCI concernant la 3e dose. Essayez de me dire très rapidement si vous entendez le son de la vidéo. Comme ça, je sais si je dois la couper ou pas. Normalement, on devrait l'entendre. Mais bon, si c'est pas le cas, vous me le dites très vite dans les commentaires et je la relance si besoin. C'est parti. Ah, pas de son, pas de son, pas de son. Alors, il y en a un qui me dit 5 sur 5, les autres, mais la majorité me dit non, donc apparemment ça ne marche pas. Alors je vais juste refaire quelque chose, je suis là dans une seconde. Comme ça, on va pouvoir remettre ça correctement. Hop. 2 petits clics et comme ça c'est refait. Et normalement, ça devrait fonctionner. Tac. Je relance, vous me dites si ça fonctionne. Voilà. Vous me redites si ça fonctionne ou pas. Je le remets. Si là par contre ça fonctionne pas, j'ai pas de... Parce que j'ai rien changé par rapport à d'habitude. C'est parti. Là, parce qu'il y a une autre échéance qui se rapproche un petit peu, c'est la rentrée. Il y a aussi un débat là qui monte autour de la vaccination des moins de 12 ans. Est-ce que ça, on va forcément y venir? J'espère que non. Je suis un peu Toujours pas. sec. Écoutez, je suis désolé. Je regarderai pour la prochaine fois. À cause de quoi c'est du... Il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. C'est un peu dérangeant. En fonction des plateformes. J'ai l'impression que YouTube n'a pas le son, mais peut-être que VK a le son. Écoutez, je me le note et j'essaierai de voir pour la prochaine fois. Il y en a qui l'ont. Ah, ça remarche. Bon, alors on y va, c'est parti. On va y arriver. Là, parce qu'il y a une autre échéance qui se rapproche un petit peu, c'est la rentrée. Il y a aussi un débat là qui monte autour de la vaccination des moins de 12 ans. Est-ce que ça, on va forcément y venir? J'espère que non. Je suis un peu sec en disant ça, mais si vous voulez, les moins de 12 ans, c'est très bien que ce ne sont pas eux qui contaminent, par exemple, dans les établissements scolaires, c'est pas eux qui contaminent les adultes, mais... Ok, le son, super, merci. Plus besoin de me le dire. Les adultes qui contaminent les plus jeunes, dans les rares cas où les plus... Oh, et quand ça fonctionne, et après ça fonctionne plus sur Twitter. C'est magique ça quand même. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'était la seule vidéo que j'avais en ligne, il me semble. En fait, il nous dit tout simplement que le rapport bénéfice-risque pour les enfants de moins de 12 ans, ça n'a aucun intérêt, sachant les statistiques que l'on a actuellement. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des personnes... En fait, c'est tout simplement des personnes de bonne foi qui sont pas pour ou contre ou pro quelque chose ou anti quelque chose. Ils sont juste là tranquillement. Ils prennent les statistiques. Je vous les ai données la dernière fois, hein, lors du live de la dernière fois. Toutes les données sont unanimes, moins de 1%, et c'est plutôt, c'est plus proche de 0% que de 1%, de personnes de moins de 12 ans qui sont hospitalisées ou bien qui décèdent du Covid. Pourquoi vacciner des personnes-là alors qu'il y a des morts du vaccin, d'accord? Je ne dis pas que c'est exceptionnel le nombre de morts du vaccin, mais beaucoup plus que pour le vaccin pour la grippe, par exemple. Et on pousse nos enfants à se faire vacciner alors qu'ils ont beaucoup plus de risques d'avoir des effets indésirables liés au vaccin que d'attraper le Covid et d'avoir une forme grave ou potentiellement d'en mourir. Voilà. Bon, on le sait, c'est une stratégie de propagande, comme je vous l'ai montré la dernière fois par rapport aux petits, pour essayer de faire vacciner les enfants. Allez, on enchaîne. Rentrée scolaire, donc, il n'y aura pas de passe sanitaire ni pour les élèves ni pour les enseignants, affirme Jean-Michel Blanquer. L'école doit rester accessible à tous. Donc il a changé un petit peu de discours, Jean-Michel Blanquer, puisque la dernière fois qu'il a parlé, il a dit qu'il y aurait des élèves évincés de l'école, alors que je pensais que l'école doit rester accessible à tous, monsieur Blanquer. Un coup il dit blanc, un coup il dit noir, mais bon, c'est le propre de ce gouvernement. Écoutez, je revérifierai par rapport à ça. Donc il nous dit que d'un côté il nous dit que s'il y a des cas de Covid, eh bien les vaccinés pourront rester en cours, mais
les non-vaccinés seront évincés et seront mis de côté et devront suivre les cours à distance. Et puis de l'autre côté, il nous dit l'école doit rester accessible à tous. Voilà, donc ça c'est des super belles phrases, mais d'un côté il y a les belles phrases et d'un côté il y a les faits, et les faits ne sont pas en accord avec les belles phrases. Donc tu repasseras, monsieur Blanquer. En tout cas, il n'y aura pas de pass sanitaire ni pour les élèves ni pour les enseignants. Pareil, je pense qu'on en reparlera, puisque à chaque fois que le gouvernement, en fait c'est la stratégie, hein, à chaque fois ils disent il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. C'est pour commencer finalement à préparer l'opinion publique. Des fois, tout simplement à dire il n'y aura pas ça, et puis à attendre qu'il y ait des faits qui viennent potentiellement contredire. Ils savent qu'il y a des choses qui peuvent sortir du jour au lendemain et qui vont faire que finalement, ça pourrait être intéressant d'avoir un pass sanitaire pour telle ou telle profession et de pousser dans ce sens-là. Oui, bien sûr, Ruby, bien sûr. Je pense qu'ils essayent peut-être un petit peu d'apaiser par rapport aux manifestations, essayer de calmer un petit peu les choses, parce qu'au tout début, à chaque fois, j'avais l'impression qu'ils soufflaient sur les braises, il y avait de plus en plus de gens qui venaient aux manifs. Donc là, je pense qu'ils essaient de se calmer un petit peu. En tout cas, on en reparlera cet hiver, puisque les données seront peut-être différentes. Et on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation. Je pense qu'on en est tous conscients aujourd'hui. Mais d'un autre côté, Blanquer, donc, qui annonce un accès au vaccin. Et oui, voilà, on y vient. Par contre, sortie pour vacciner, Catherine, on y vient très bien. Blanquer annonce un accès au vaccin à proximité ou au sein des établissements scolaires. Donc, au sein des écoles, vous allez pouvoir donc faire vacciner vos enfants si vous le désirez. Donc, dans tous les collèges et lycées de France, élèves et personnels auront accès au vaccin à proximité ou au sein même de leur établissement. Puis, qu'est-ce qu'on va leur dire à ces jeunes-là ? Est-ce qu'on va leur dire ne vous faites pas vacciner, attention au risque, vous avez très peu de chances d'avoir le Covid, vous avez très peu de chances d'aller à l'hôpital, vous avez encore moins de chances de mourir du Covid? Non, on va leur dire soyez responsables, soyez citoyens, faites-vous vacciner. Donc voilà, il va y avoir encore une pression supplémentaire, en plus des pressions qu'il peut y avoir familiales. Désormais, il va y avoir la pression au sein de l'école ou au sein des entreprises pour les adultes. Jean-Michel Blanquer a aussi été interrogé sur un possible format sortie scolaire dans des centres de vaccination pour les élèves volontaires. Voilà, donc les prochaines sorties ne seront pas dans des lieux culturels ou pour découvrir l'histoire de France et la culture française. Non, ce sera pour faire vacciner vos enfants. Tout frais payé, bien sûr. Voilà, donc assez incroyable, donc toujours dans le en même temps, hein, par rapport à l'école. Allez, Covid-19, des gendarmes s'élèvent contre l'obligation vaccinale à laquelle ils doivent désormais se soumettre. Donc, je voulais en parler puisqu'il y a un collectif qui s'est monté. Donc, les gendarmes sont désormais dans l'obligation de se faire vacciner avant le 15 septembre. Et donc, c'est le collectif Gendarmes Libres. Donc, en fait, je l'ai vu passer sur Twitter. Et alors, j'ai pas vu tout ce qu'ils faisaient. En tout cas, j'ai vu une partie de ce qu'ils faisaient et j'avais trouvé ça intéressant de ce que j'ai vu. Collectif Gendarmes Libres, donc ces opposants qui souhaitent multiplier des recours en justice contre l'obligation vaccinale. Et donc, les gendarmes, ils disent pourquoi est-ce que nous, on doit être vaccinés alors qu'il y en a d'autres qui ne doivent pas être vaccinés. Voilà, donc ils essayent de déposer des recours, en tout cas, pour ceux qui sont gendarmes, ou bien qui sont proches de gendarmes. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce genre de collectif, puisque ça court pas les rues. Mais en tout cas, s'ils sont honnêtes, ça peut être vraiment intéressant de leur apporter du soutien. Allez, on va parler de la Guyane rapidement. Donc, merci au général officiel sur Twitter qui partage souvent des bonnes informations. Guyane cette nuit, le député Gabriel Serville. J'ai des amis médecins dans les hôpitaux qui me délivrent très souvent des messages qui sont très différents des messages officiels. Il veut vérifier les messages alarmistes donc de l'ARS et du préfet. Bon, j'aimerais bien que les vidéos marchent, si possible, ce serait cool. Si Twitter pouvait me les laisser charger, ce serait bien. Allez, c'est parti, on y va. Hier après-midi, à la réunion de la cellule interministérielle de crise, j'ai encore rappelé pourquoi il est nécessaire d'être dans la transparence. Parce que j'ai compris que lorsque mardi, j'ai annoncé ma volonté de me rendre dans les hôpitaux pour pouvoir mettre en relation ce qui est dit et ce qui se pratique, parce que j'ai des amis médecins, j'ai des amis qui travaillent dans les hôpitaux, qui me délivrent très souvent des messages qui sont très différents des messages officiels. Et donc je considère qu'en notre qualité d'élus, il nous faut aller sur le terrain pour nous rendre compte de la manière dont ça se passe réellement. Et c'est ainsi que j'ai rappelé à la conférence de presse que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je veux faire confiance. Et lorsque j'ai des doutes, eh bien, il m'appartient d'aller avec l'équipe qui m'accompagne sur le terrain pour pouvoir me rendre compte, pour pouvoir nous rendre compte par nous-mêmes de la façon
La confiance n'empêche pas le contrôle. La confiance n'empêche pas le contrôle. C'est super intéressant ce qu'il dit. Hein. Sur le terrain pour Je sais plus où pouvoir c'est qu'il le dit. que j'ai des doutes, eh bien, il m'appartient d'avoir le contrôle. Voilà, il le dit là. Et c'est ainsi que j'ai rappelé à la conférence de presse que la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Eh oui, on peut avoir confiance aux experts, etc. Mais on doit contrôler, ok? Lui, c'est son boulot, mais c'est le boulot à chaque citoyen. On peut faire confiance aux personnes qui passent sur les plateaux télé, il n'y a pas de problème, vous faites confiance à n'importe qui, mais vous devez contrôler derrière. Et contrôler ce qu'il fait, d'où il vient, pourquoi, quel lien d'intérêt il pourrait avoir. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Pas de confiance aveugle. Ni dans des médecins, ni dans des hommes politiques, ni dans n'importe qui. Parce que la confiance aveugle, ça mène nulle part. En tout cas, bravo à ce député. Et je tiens vraiment à insister sur le cas des Outre-mer, puisqu'il y a vraiment beaucoup de propagande qui est faite parmi ces Outre-mer, puisque on a donc ce député donc en Guyane qui nous dit que entre ce qu'il voit dans les hôpitaux et ce qui est dit au niveau des messages officiels, il y a un énorme écart. C'est-à-dire qu'on dramatise encore une fois la situation. On a vu que c'était la même chose, je sais plus, je crois que c'était en Guadeloupe avec les pompiers, où pareil, ils disaient non, il n'y a pas besoin de renfort supplémentaire, etc. Tout se passe bien ici. Il y a à chaque fois un décalage entre ce qui se passe de manière concrète dans les hôpitaux et puis sur les plateaux de télé tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important. Allez, on continue avec toujours la Guyane, puisqu'il y a eu un appel à la grève générale donc, qui a été lancé à partir du 30 août contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Et en fait, il y a carrément une caravane pour la liberté qui sillonne les quartiers. Donc la nuit, donc ça c'était la nuit c'était cette nuit apparemment, malgré les restrictions pour mobiliser la population. Je ne sais pas s'il y en a dans les commentaires qui habitent en Guyane ou qui suivent un petit peu ce qui se passe là-bas. En tout cas, ça a l'air assez impressionnant. La caravane pour la liberté, oui. Pour la liberté, oui à la liberté de choisir, oui à la liberté de circuler, oui à la liberté de disposer de notre corps. Voilà, et vous allez voir parce qu'en fait, je vais avancer un petit peu. Et en fait, ça fait toute une caravane, donc ils se suivent avec plein de voitures, avec les feux de détresse. Et je trouve ça très intéressant comme mobilisation, puisque ils peuvent parler aux gens, tout simplement. Ils passent dans les rues, ils peuvent informer des personnes. C'est ce qui peut être vraiment important, de retrouver du contact avec la population, essayer de refonder une unité, puisque le gouvernement veut nous diviser. Il faut vraiment tendre vers cette unité, quoi. Ça permet aussi de montrer le nombre. Ouais, ça fait du monde, hein. Il y en a qui arrivent encore. Donc voilà. Merci à tous. Très belle action en tout cas de ce qui se passe en Guyane. Les gens se mobilisent, les gens retrouvent du lien social, les gens essayent de reprendre l'espace public. Et de reprendre la parole avec notamment le fait de pouvoir parler aux passants et dans les rues. Donc ça, c'est super intéressant. Vraiment bravo à cette initiative en Guyane. Franchement, bravo. Il faut vraiment relayer tout ça. Il faut leur donner de la visibilité. Il faut leur donner de savoir qu'ils sont soutenus aussi par la métropole, puisque ce qui se passe là-bas est intimement lié avec ce qui se passe ici, tout simplement. Allez, on continue avec donc les chiffres donc de Covid France. On a l'habitude, on fait souvent un petit point pour dédramatiser par rapport à... Je ne sais même pas comment ça se fait que les chaînes mainstream ne fassent pas ça tous les jours, quoi. Je veux dire, prendre ce graphique qui est là sur google.fr, et vous avez donc les statistiques en temps réel, donc des cas et des décès. Je pense que ça ferait du bien au moral, puisque regardez, il y a pas de quatrième vague. Et pire que ça, on nous dit qu'on est déjà à l'aube d'une 5e vague. Donc on n'a encore même pas vu la 4e, qu'on a déjà une 5e vague qui arrive. Voilà, donc c'est juste hallucinant. On a une vague de cas, oui, on pourrait dire qu'on a une vague de cas, effectivement. Mais voilà, regardez le nombre de décès, regardez les courbes.
Et regardez les décès, voilà, c'est très très peu. Il y a une petite augmentation ces derniers jours en termes de décès, mais c'est pas mirobolant. Il n'y a pas de quoi inquiéter toute la population pour ça. Donc voilà, c'est toujours important de refaire un peu le point sur les chiffres. Et on va faire un gros point aussi sur les chiffres au niveau de l'Europe et du monde. Et on va voir qu'il y a des pays qui s'en sortent bien et qu'il y a des pays qui s'en sortent moins bien en fonction de leur stratégie. Donc voilà, c'est ce que je disais, Covid-19 en métropole vers une 5e vague épidémique juste après la rentrée. Ces personnes-là, moi je les admire parce que elles ont la boule de cristal, mais en plus elles leur donnent pratiquement le jour, quoi. Je pense qu'ils ont pratiquement l'heure s'ils passent la journée sur leur boule. Ils ont pratiquement l'heure à laquelle on va commencer la 5e vague. En tout cas, la 4e vague, moi en termes de décès, je peux pas dire qu'elle est là, en observant juste des chiffres. Hein. Je suis pas complotiste, j'observe juste des chiffres. Pour le moment, il n'y a pas de 4e vague en termes de décès. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on affole les gens. Donc le professeur Bruno Megarban, donc c'est lui qui nous dit ça, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, estime qu'on s'attend à une augmentation des contaminations vers la fin août. Une augmentation des contaminations, il nous dit, eh oui, pas une augmentation du nombre de décès, une augmentation des contaminations, d'accord ? Donc voilà. Attention à la 5e vague, donc peut-être la 6e, bientôt aussi. En fait, il n'y a pas besoin il y a juste besoin de les annoncer, et ensuite on peut passer à la suivante. Dès qu'on dit attention, il va y avoir la 4e vague, hop, on peut directement dire attention, il va y avoir la 5e vague. On n'a même pas besoin de vérifier si elle est là ou pas. C'est ça qui est assez magique. J'aimerais bien qu'il y ait des amis surfeurs qui puissent expliquer un petit peu le fonctionnement des vagues. Parce que normalement, on la sent, la vague. Donc voici pourquoi les 2 médecins marseillais, le professeur Raoult et le docteur Fouché, étaient hier au centre des manifestations contre le pass sanitaire, donc au centre des manifestations qu'il y a eu samedi. Donc il faut surtout noter une nouvelle tendance donc, parmi ces manifestations avec un soutien marqué à 2 médecins marseillais, le professeur Raoult et le docteur Louis Fouché, qui est présenté par beaucoup comme un des leaders de la contestation. Et donc, soutien au professeur Raoult, lisait-on sur une pancarte, tandis qu'une pharmacienne marseillaise avait écrit sur la sienne, le directeur de l'APHM préfère combattre le professeur Raoult et le docteur Louis Fouché que la Covid. Et d'expliciter, on a 2 grands médecins à Marseille qui se font virer, on les fait taire, on s'en débarrasse alors qu'ils ont des choses à dire. Dans le cortège parisien, des dizaines de personnes ont agité des pancartes « Touche pas à Raoult », en tête l'avocat Fabrice Divisio et Florian Philippot. Ce dernier a déclaré « C'est normal » à propos du remplacement de Didier Raoult. C'est la promotion des médiocres, de l'environnement qui entoure M. Macron, des gens serviles. Il faut les mettre à la place des vrais qui savent, des vrais qui travaillent depuis 40 ans sur le sujet. C'est honteux. Le professeur Didier Raoult a créé l'IHU en 2011. Il le dirige et il peut encore le diriger et il l'a même demandé. C'est quoi son péché mortel ? C'est d'avoir soigné les gens, c'est d'avoir dépisté avant les autres, c'est d'avoir dit avant les autres qu'il y avait des variants, c'est d'avoir dénoncé les conflits d'intérêts et la corruption. C'est ça son péché mortel. Voilà, donc c'est bien résumé. Merci Johnny, c'est gentil. N'hésitez pas à partager. Vous voyez qu'on est déjà 239 en direct, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. De son côté, le docteur Louis Fouché, figure des antipasses sanitaires, a été mis en disponibilité de l'assistance publique hôpitaux de Marseille qui déplore des prises de position à l'opposé des principes moraux et éthiques de l'institution. Donc là, on a l'institution qui essaye de se détacher un maximum de ce que dit Louis Fouché. Bonsoir Cyrillus. Et oui, Sophie, il va falloir la planche de surf là bientôt. Ce départ intervient au lendemain du refus donc par l'APHM de reconduire le professeur Didier Raoult à la tête de l'IHU d'Aix-Marseille. Aussitôt, l'idée que l'APHM fait le ménage parmi ses médecins, opposition décriée, a enflammé les réseaux sociaux. Et donc l'APHM qui dénonce des propos tenus à plusieurs reprises à l'opposé des principes moraux et éthiques déontologiques et scientifiques de l'assistance public hôpitaux de Marseille. Voilà. Donc on va continuer dans ce sens-là. Donc Didier Raoult, vous pouvez trouver sa page Wikipédia, j'ai même pris d'autres liens. Donc il est lauréat du grand, c'est pour essayer de vous lister un peu quel est ce personnage et qui est-ce qu'on met de côté actuellement, c'est juste hallucinant. Je sais pas, moi j'aime bien faire des parallèles parce que moi je suis pas un spécialiste de la médecine et puis pas grand monde ne l'est. Mais je veux dire, moi Didier Raoult, je le connaissais pas avant, tout simplement, avant le Covid. Mais je veux dire, c'est comme si juste avant le Covid, donc le patron, c'était lui dans son domaine. C'est comme si en foot, on voulait pas faire jouer Messi, quoi. Enfin, je veux dire, on virait Messi même. Je veux dire, c'est totalement hallucinant, quoi. Donc, il est lauréat du Grand Prix de l'INSERM en 2010. Il décrit avec son équipe marseillaise des virus complexes. Il est signataire de très nombreuses publications scientifiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, il a un diplôme d'état de docteur en médecine en 1980. Il obtient le diplôme de médecine tropicale de l'Université de Marseille. Il a un doctorat d'état en biologie humaine.
qu'est-ce qu'il a? Donc, ses découvertes scientifiques sont récompensées par le Grand Prix INSERM en 2010, décerné pour l'ensemble de ses travaux sur les agents pathogènes et sa co-découverte des virus géants, et le prix de la Fondation Louis D, Institut de France, en 2015 pour son étude sur le répertoire des microbes du tube digestif et l'évolution de son activité antibiotique. Chercheur, donc il fait partie en 2015 des chercheurs français les plus cités dans la communauté scientifique internationale, selon la Highly Cited Researcher List de Clarivate Analytics. L'un des meilleurs infectiologues de la planète, selon Le Point. Ponte de la recherche, Raoult est connu pour avoir fait évoluer en collaboration avec son équipe, via leurs nombreux essais cliniques et leurs brevets, la science des bactéries de manière significative. Le site américain ExpertScape, spécialisé dans le référencement de médecins experts, le classe numéro 1, le classe premier au monde pour les maladies transmissibles en 2020. Voilà qui on met à la porte donc le numéro 1, voilà, selon ce site américain qui est quand même spécialisé dans le référencement des médecins experts, donc c'est quand même l'Institut Max. Voilà, on est en train de foutre une personnalité super intéressante. Les médias ne font que de taper sur lui en essayant de trouver des choses sur lesquelles il se serait trompé. Par contre, ils sont très muets sur les choses où il a dit avant tout le monde des vérités et dont on connaît aujourd'hui les répercussions. Voilà, Didier Raoult est reconnu comme un spécialiste en matière de maladies infectieuses et tropicales. En France, et c'est ça qui est intéressant, un sondage réalisé par l'IFOP le 6 avril, peu avant la 3e étude de Didier Raoult, indique que 59% des Français croient que le protocole à base de chloroquine est efficace contre le Covid-19, contre 20% qui sont d'un avis inverse. Voilà. Donc, comment faire passer le numéro 1 mondial, en plus qui est soutenu par une majeure partie des Français, comme un druide, hein, comme on l'a appelé, comme quelqu'un de fou avec une barbe. On a tapé sur tout ce qu'on pouvait en termes de forme, puisqu'on ne pouvait pas taper le fond. Et donc, voilà, c'est ce personnage-là qu'on met à la porte. C'est vraiment très triste d'en arriver là. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur Didier Raoult? Donc, le professeur Didier Raoult est le chercheur européen dont les publications ont été les plus citées par la communauté scientifique internationale dans le monde des maladies infectieuses. Comme je l'ai dit, il figure en première position des chercheurs européens dont les publications ont été les plus citées par la communauté scientifique internationale dans le domaine des maladies infectieuses. Il a publié 636 articles entre 2007 et 2013, et ces articles ont été cités 18 128 fois par les scientifiques de la communauté internationale. Le professeur Didier Raoult ainsi que 4 autres chercheurs attachés à l'IHU méditerranéenne infection figurent sur la liste des chercheurs les plus cités par la communauté scientifique internationale. Voilà. Est-ce que j'avais encore autre chose par rapport à Didier Raoult? Voilà, on va continuer après, mais voilà, c'est juste hallucinant. Oui, j'ai une chaîne Rumble, mais pour le moment, j'arrive pas à stream en même temps sur Rumble, puisqu'il ne me l'est pas proposé par le logiciel que j'utilise actuellement. J'aimerais bien faire aussi sur Odyssey. Si des fois, il y en a qui s'y connaissent un petit peu, ça m'intéresserait de pouvoir streamer en même temps sur Odyssey et Rumble en même temps. Il y aurait beaucoup plus de monde, puisqu'il y a 5000 personnes sur Odyssey, 1400 personnes aussi sur Rumble, ça ferait vraiment beaucoup de monde. Allez, je reviens à mes moutons. Donc, Raoult Fouché, ces médecins dont la PHM ne veut plus, à croire donc que la PHM fait le ménage dans ses rangs le 9 août dernier. C'est le docteur Fouché qui a quitté ses fonctions à l'hôpital de la Conception. Donc, au niveau de la population générale, c'est ça qui a fait vraiment peut-être déborder le vase. Donc, déclaration de Didier Raoult le 17 août. Au niveau de la population générale, on ne peut pas dire qu'il y ait un succès corrélé avec l'importance du vaccin et l'importance de la distribution du vaccin. Voilà, donc ça c'est la phrase qui a fait et donc qu'il a fait sortir parce que là ça pouvait plus durer. En juin dernier, le docteur Louis Fouché a fait une demande de mise en disponibilité, demande qui lui a été accordée. Et donc voilà, ces deux personnes qui sont mises de côté. On continue avec cet article de Sputnik. Raoult accuse le patron des hôpitaux de Marseille d'être là pour faire le ménage. Le nouveau directeur général des hôpitaux publics de Marseille est là pour faire le ménage, a accusé lundi Didier Raoult. Puisqu'ils ont refusé de prolonger Didier Raoult en tant que directeur de l'IHU de Marseille. Il arrive donc pour faire le ménage et je fais partie des objets dont il voudrait faire le ménage, a incité le professeur Didier Raoult. C'est le grand copain de Hirsch et comme j'ai dit ce que je pensais de la gestion de Paris qui a été absolument épouvantable, il m'en veut beaucoup. Voilà. J'aurais pu être recruté comme praticien hospitalier contractuel pendant encore 2 ans. Ça rapporterait plus de 2 millions d'euros par an à Assistance publique du fait de mon activité scientifique qui génère de l'argent. Mais non, c'est pas
C'est pas ça qu'on veut faire pour lui. Interrogé sur la stratégie vaccinale, M. Raoult a expliqué d'être favorable aux vaccinations d'encerclement. Il faudrait se focaliser sur les populations à risque, les plus de 65 ans et les gens avec pathologie. La généralisation de la vaccination chez les enfants ne me paraît pas une urgence absolue. Voilà les grosses déclarations de Didier Raoult. Il n'est pas du tout anti-vaccin. Il nous dit juste que, selon lui, il faudrait vacciner juste les populations à risque, c'est-à-dire les plus de 65 ans. Donc si lui, il déciderait, s'il était à la place de M. Delfrécy, eh bien, il dirait que les plus de 65 ans, il faudrait se faire vacciner. En dessous, ça n'a pas d'utilité. Globalement, favorable à la conviction plus qu'à l'obligation brutale. Monsieur Raoult a également précisé être plus pour les vaccins à virus inactivé, renforcés éventuellement par des adjuvants, que par les vaccins à ARN messager. Voilà, donc si lui, il devait prendre un vaccin, je ne sais pas s'il en a pris un, eh bien, il prendrait plutôt un vaccin à virus inactivé, plutôt qu'un vaccin à ARN messager. Voilà. Je veux dire, ces deux choses-là, ces deux informations qu'il nous donne ici, c'est pas de la folie, hein, c'est du bon sens même, en fait. Voilà, il s'appuie sur des choses qu'on connaît depuis longtemps et il s'appuie ensuite sur les chiffres par rapport aux plus de 65 ans, tout simplement. Allez, donc il y a un contrat sur la tête de Raoult Didier. Donc c'est un très grand scientifique en frontal avec l'hydroxychloroquine à 2 € la boîte face au laboratoire. Ça ne peut pas fonctionner. Merci à Vivre Sainement pour ce partage. Super vidéo sur LCI. On y va. Le sujet de Didier Raoult, c'est que c'est une personnalité clivante, ça a été dit, il y a un contrat sur sa tête. On ne va pas raconter l'histoire. Un contrat sur sa tête. Quand même, ça paraît évident. D'ailleurs, dans les raisons que vous évoquez avec beaucoup d'honnêteté, vous dites d'un côté, c'est un très grand scientifique, et de l'autre, il est en frontal avec les laboratoires. Donc, clairement, Didier Raoult, avec son hydroxychloroquine à 2 € la boîte, versus les laboratoires, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Ensuite, est-ce que le message de santé publique de Didier Raoult est un bon message? Moi, je suis vacciné 2 fois, je suis pour la vaccination. Donc, je ne le suis pas là-dessus. Hein. Ça paraît tout à fait évident. Mais est-ce qu'il y a à longueur de journée sur vos plateaux encore ce matin des gens qui ont dit des très grosses bêtises, mais qui sont moins clivants? Ils n'ont pas la barbe du druide, ils ne viennent pas de Marseille, etc. Et qui sont en ligne directe sur vos plateaux, mais il y en a plein. Et tous ces gens qui sont sponsorisés par Gilead, dont l'efficacité du Remdesivir n'a jamais été prouvée, bien au contraire. Le lobbying de Gilead, c'est des milliards d'euros. Et les dépenses de l'Union européenne pour le Remdesivir, c'est 1,8 milliard d'euros. Donc, suivant que vous disiez des bêtises... Où sont les conséquences du scandale Remdesivir? Aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun médecin qui a été limogé ou aucun qui s'est fait dégager par son institut parce que il avait balancé des fausses informations. Non. On vire par contre Raoult. c'est juste incroyable. Bêtises qui sont orthogonales au laboratoire, eh ben vous êtes shooté, vous dites des bêtises et vous êtes sponsorisé par Gilead pour vendre du Remdesivir, eh bien vous avez plateau ouvert, je voyais encore un visage, vous avez plateau ouvert sur les chaînes d'information et tout le monde vous dresse des couronnes de laurier. Et il y en a d'autres qui continuent, des experts, qui à chaque fois disent, d'ailleurs ils le disent dans les journaux, parce que maintenant le problème, vous dites, on n'a pas à être des leaders d'opinion, mais la crise du Covid fait que, regardez Monsieur Juvin, qui est devenu un leader politique alors qu'il était un leader politique très régional, fait que toutes ces personnalités médicales, alors c'est très bien, c'est reine d'un jour, c'est un principe warholien, n'est-ce pas, sont devenues des stars. Eh ben c'est une star, mais il convient pas, il rentre pas dans le moule, donc il y a un contrat sur sa tête. Pour continuer sur le débat... Voilà, c'est très très bien résumé. Il y a un contrat sur sa tête. C'est sûr que d'un côté, hydroxychloroquine à 2 € la boîte, et puis de l'autre côté, l'industrie pharmaceutique avec les vaccins, le Remdesivir à vendre, ça pouvait pas fonctionner et il fallait mettre quelqu'un de côté. Donc c'est sûr que Raoult en a fait les frais. Moi, je tiens quand même vraiment à le remercier parce qu'il a fait vraiment un grand travail. Il a donné énormément d'informations à la population. Toutes ces vidéos qui ont été mises en ligne sur l'IHU de Marseille, ça a fait s'intéresser beaucoup de gens à ce domaine. Ça a fait poser aussi beaucoup de questions. Et voilà, il a vraiment permis un éveil, mais plutôt sur le plan scientifique, puisque nous, on essaye de traiter de l'information, mais on n'est pas des spécialistes. En tout cas, lui, il a vraiment donné beaucoup de visibilité à ses travaux, et il a vraiment aussi donné de l'espoir. C'est-à-dire qu'il a apparu comme un véritable phare en France. C'était le seul qui osait traiter, qui osait faire différemment.
Et il a aussi eu ce franc-parler, alors qu'il lui est reproché dans les médias, bien sûr, parce que ça ne fait pas les affaires. Mais en tout cas, il a ce franc-parler et il n'avait pas la gueule dans sa poche. Donc ça, c'est quand même... Enfin, chapeau à lui, tout simplement. C'est un grand personnage et comme tous les personnages qu'on a brûlés dans l'histoire, où on leur a balancé des tomates, où on les a insultés de tous les noms, qu'on a mis en prison, et ben moi je prends le pari que dans quelques années, ce personnage-là, ça restera une des figures majeures en France en termes de spécialistes des virus, et notamment par rapport au Covid. Je pense qu'à la fin, il faudra faire un petit bilan des erreurs des prédictions de chacun, des erreurs d'analyse de chacun, et je pense qu'on verra que Raoult était dans le vrai la plupart du temps. Je dis pas qu'il avait tout vu de manière exacte, mais en tout cas, il a fait un travail formidable. Allez, on enchaîne avec le tribunal de Versailles qui interdit aux grands centres commerciaux des Yvelines donc d'imposer le pass sanitaire. Donc l'une des raisons évoquées est l'accès aux produits de première nécessité. Et donc, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir. Donc voilà, c'est ce qui a été décidé, c'est les raisons qui ont été données pour ça. Donc la préfecture des Yvelines a déclaré aux Parisiens prendre acte du jugement, mais n'exclut pas de faire appel auprès du Conseil d'État. Donc il pourrait peut-être y avoir un appel derrière cette décision. Et la question, c'est est-ce que cette décision pourrait être élargie? Quant à savoir si d'autres départements pourraient voir cette règle supprimée, cela dépendrait des mêmes critères, accès aux produits et taux d'incidence au Covid-19. Voilà, donc belle décision en tout cas de ce tribunal donc à Versailles, et j'espère que ça sera suivi par d'autres tribunaux, puisqu'on le voit aussi que au sein de l'Union européenne, il y a pas mal d'endroits donc qui aussi interdisent ce pass sanitaire dans les centres commerciaux, puisque tout simplement, ça empêche d'aller faire ses courses et de se nourrir. Donc bien sûr que c'est une entrave donc aux libertés fondamentales, tout simplement. Allez, un nouveau super variant baptisé Covid-22, le nouveau super variant super dangereux. Plus dangereux que le Delta. Je pense que s'il y a une chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est que donc Raoult nous disait il y a déjà des mois que plus le virus allait muter, plus il allait être de moins en moins dangereux et plus il allait être de plus en plus contaminant. C'est-à-dire qu'on allait finalement tous l'attraper parce qu'il allait se propager plus facilement, mais qu'au fur et à mesure que ça allait muter, ça allait être de moins en moins dangereux. Et donc, voilà, c'est ce qu'ils nous disent, c'est que là, il va être plus dangereux que le Delta. Voilà, il va être plus dangereux, donc ils nous disent pas plus mortel, ils nous disent plus dangereux, parce qu'ils osent pas trop dire plus mortel, parce que dans les faits, c'est impossible que ce soit plus dangereux. Si on suit ce qui s'est déjà passé, vu qu'à chaque nouvelle vague ou à chaque petit cycle, ça a toujours été de manière plus faible. Notamment ce qu'on voit avec les chiffres comme je les ai montrés tout à l'heure en France. Donc nous devons nous préparer à plusieurs vaccinations au cours des prochaines années, continuellement adaptées à de nouvelles variantes. Voilà, c'est pour ça que le gouvernement et puis tous les gouvernements européens ont encore commandé des milliards donc de vaccins, puisque ce n'est pas terminé, et ça ne terminera pas avec la 3e dose, ça ne se terminera pas avec la 4e, ce sera sans fin. Ce sera sans fin, et ils vous le disent. Ils vous le disent que comme le virus va continuer de se propager et de muter, eh bien il va falloir continuer la vaccination et continuer au cours des prochaines années. Et tenez bien, parce qu'on va faire le lien tout à l'heure avec l'Israël, je le fais tout de suite. Israël qui dit que désormais, si vous n'avez pas la dernière dose donc en question, donc là je crois que c'est la 3e, 4e, je ne sais plus en Israël, si vous n'avez pas la toute dernière, eh bien votre passe sanitaire vous est refusé. Donc vous pouvez être vacciné 1 dose, 2 doses, si vous n'avez pas la 3e, vous n'avez pas votre passe sanitaire valide. Et on a vu, l'histoire nous montre que ce qui s'est passé en Israël est venu quelques mois après en France. Donc bien sûr que le gouvernement va tendre aussi vers ça, c'est-à-dire que il va falloir qu'on ait la dernière version, la dernière mise à jour pour pouvoir avoir ce pass sanitaire valide, et que si on l'a pas, eh bien on est exclu de la société tout simplement. Voilà, donc tous ceux qui se sont fait vacciner en disant c'est bon, il y a juste à se faire vacciner 1 fois, 2 fois et après c'est bon, eh bien les faits nous disent que non, et je prends le pari que ça va continuer de plus en plus, voilà, les doses vont s'enchaîner tout simplement. Et on va le voir avec le narratif qu'il y a au niveau de l'Europe et au niveau du monde. Allez, une personne positive au Covid perd-elle son pass sanitaire? Le fait d'être contaminé par le Covid-19 n'empêche pas de conserver un pass sanitaire valide. Ce qui veut dire que une personne qui n'a pas de pass sanitaire mais qui n'a pas de Covid,
qui n'a pas le Covid, hein, eh bien cette personne n'est pas au même statut. Elle est au statut inférieur qu'une personne qui a un pass sanitaire valide, mais qui a le Covid. C'est juste hallucinant. Voilà. Que dire de plus? Il n'y a rien de logique. Je ne sais pas comment on peut encore suivre ce narratif. Les personnes concernées doivent toutefois respecter une période d'isolement de 10 jours. Voilà, elles ont une petite période d'isolement. En tout cas, leur passe sanitaire reste valide, même si elles ont le Covid. Le but, c'est quand même de ne pas l'avoir, mais même si elles ont leur passe sanitaire qui est valide. Et puis après, c'est bon, retour à la vie normale. Alors qu'une personne qui n'est pas vaccinée, mais qui n'a pas le Covid, eh bien, n'a aucun droit par rapport à cette personne. Voilà, la logique du gouvernement actuel. Allez, mobilisation pour sauver le musée de la Résistance à Romans-sur-Isère. Donc, sujet un petit peu à part. Le musée de la Résistance de Romans-sur-Isère est désormais fermé. La proposition muséographique est obsolète, explique Marie-Hélène Toroval, la maire de la ville, qui a pris cette décision. Donc, les associations d'anciens combattants s'organisent pour sauvegarder ce lieu de mémoire créé en 1972. Ils font front contre la décision de la mairie de fermer le musée de la Résistance et de la déportation. Voilà, donc dans ces temps où on est en train de détruire toutes les valeurs, tout sentiment patriotique, tout cet amour pour notre patrie, tout cet amour pour l'histoire de France, pour la grandeur de la France passée, eh bien on est en train de fermer des musées qui ont été créés en plus par des résistants et par des personnes qui ont été déportées. Voilà, c'est bien sûr le sujet le plus important actuellement, hein. Bien sûr, hein, c'est notre ligne directrice, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans les informations actuelles, c'est que tout est à mettre en lien les unes avec les autres. Et bien sûr qu'on tape sur le sentiment patriotique. J'avais vu aussi un commentaire une fois dans une de mes vidéos de quelqu'un qui disait que le combat était vraiment contre les nations. On essaye de détruire les nations. Et comment est-ce qu'on détruit une nation? On essaye de détruire son identité, on essaye de détruire son histoire. On essaye de modifier son histoire pour qu'elle soit plus fragile. Et c'est ce qu'on observe, hein. Et ça remonte très très loin, hein. Ça remonte, si vous voulez, ça remonte carrément à Jules César quand il a voulu envahir la Gaule. Une des stratégies qu'il a faites, c'est tout d'abord s'attaquer à l'identité des Gaulois, à leur histoire. Et il a voulu détruire le sentiment patriotique qu'il y avait à l'époque pour que finalement les différentes rivalités ne s'accordent pas entre elles et que la Gaule soit plus facilement prenable. Vous vous rendez compte de jusqu'où ça remonte, ce genre de stratégie? C'est des stratégies militaires, des stratégies de guerre insurrectionnelles, et ça remonte carrément à Jules César. Donc bien sûr que ces stratégies sont encore utilisées aujourd'hui puisqu'elles fonctionnent généralement plutôt bien. Donc on est attaqué sur le plan culturel, on est attaqué sur le plan de notre identité et sur le plan de l'histoire. On veut pas qu'on ait ce regard porté sur les héros de notre histoire, c'est-à-dire sur les résistants, sur ceux qui, à l'époque, prenaient tous les risques, étaient vus comme des parias s'ils faisaient ce qu'ils faisaient. Ils prenaient tous les risques. Un monde sans mémoire, exactement, Bruno. Exactement, c'est un monde sans mémoire. On essaye de nous enlever notre mémoire des plus belles heures de notre histoire, des moments où on a été où il y a des personnes qui se sont érigées et qui ont été des héros. Pas forcément des hommes célèbres, mais des individus lambda, quoi, des individus du peuple qui se sont battus pour leurs idéaux, malgré le fait qu'ils étaient en illégalité par rapport à la légalité qui était présente à l'époque. Donc voilà pourquoi on s'attaque à ça. Donc la majorité des passants sont bien davantage surpris qu'enchantés. Ah, j'avais oublié de mettre mon petit bandeau, je vais le rajouter ici. Voilà. La majorité des passants sont bien davantage surpris qu'enchantés de trouver sur leur chemin au musée de la chaussure cette parenthèse inattendue sur la résistance. Voilà, donc c'est la raison qui est donnée par la mairesse. Donc en plus du fait qu'il y ait peu de visiteurs, elle nous dit que ça surprend les passants que sur le chemin où ils veulent aller donc au musée de la chaussure, eh bien qu'il y ait un musée de la résistance. Voilà. Je veux dire, le symbole ici est très très fort. C'est-à-dire qu'on est dans la consommation, hein, dans l'homme de la consommation versus la mémoire et la mémoire de son peuple, de l'histoire de France. Voilà. Si on doit choisir quelque chose, c'est le consumérisme et pas l'histoire nationale et la mémoire de France. Donc assez impressionnant. Allez, on continue. Je sais plus si j'avais mis autre chose par rapport à ça. Oui, voilà, juste pour vous rappeler quand même que ce musée
a été créé en 1972 par 22 anciens résistants et déportés qui avaient décidé donc de créer un musée de la résistance. Et donc la mairesse va faire fermer ce lieu de mémoire. Voilà, c'est juste odieux de ces personnes qui sont des ennemis en fait de la patrie, tout simplement. Allez, voilà pourquoi j'ai intitulé donc ce live donc la guerre des nerfs. La guerre des nerfs, c'est ce titre. Pourquoi la guerre des nerfs? Pourquoi la guerre des nerfs? Peut-être partir avec la définition. Hop, là c'est la guerre d'usure. Voilà, j'avais hésité, guerre des nerfs, guerre d'usure. Le problème c'est que la guerre d'usure, ça fait plutôt référence à la Première Guerre mondiale, donc au combat qu'il y a eu dans les tranchées. En tout cas, on pourrait assimiler ça aussi à une guerre d'usure, mais je préférais le terme guerre des nerfs. Donc, si vous regardez la définition, donc là, je suis sur l'internaute, la guerre des nerfs, donc c'est un combat psychologique. C'est une guerre qui repose donc sur la force mentale. L'origine de cette expression du XXe siècle repose sur le fait que, dans le cadre d'une guerre des nerfs, chaque partie attend que l'autre abandonne, soit que ses nerfs lâchent. Et j'ai vraiment dans le sentiment aujourd'hui qu'on est exactement là-dedans. On est dans cette guerre des nerfs, c'est-à-dire on le dit depuis longtemps qu'on est dans un combat psychologique, mais ce combat psychologique s'accroît. Il est de plus en plus important, ce combat psychologique, puisque aujourd'hui, il va falloir subir la pression au niveau des entreprises, au niveau familial, au niveau de l'école, donc pour la vaccination obligatoire ou le pass sanitaire. Il faut aussi tenir psychologiquement. Pourquoi? Et avoir une grosse force mentale. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Les gens se posent beaucoup de questions. Et j'ai mis ce tweet de Robert Zulb qui est intéressant. Donc il nous dit Raoult parti, donc la FDA, donc c'est aux États-Unis, qui approuve le Pfizer, Trump toujours pas revenu, manif et recours légaux qui n'aboutissent à rien, on perd bataille sur bataille, c'est triste, je ne vois pas comment on va s'en sortir, quelqu'un a une bonne idée. Voilà, donc c'est un petit peu, en fait, pourquoi je vous l'ai mis, pourquoi je dis que c'est intéressant, je dis pas que c'est une bonne attitude d'être dans le côté un petit peu négatif, mais c'est intéressant parce que c'est un peu mon état d'esprit actuel, c'est que je me pose beaucoup de questions sur, en fait, on fait beaucoup de choses. Avec les soldats numériques, les lanceurs d'alerte, on fait beaucoup de vidéos, on essaie d'informer beaucoup la population, on fait du bien, etc. On avance. On fait aussi les manifestations, on fait aussi le boycott, on voit que ça touche l'économie, que ça a quand même un impact. Mais on a le sentiment que, en fait, que tout ça n'a aucun impact. Voilà, ça c'est, en fait, je pense que c'est le fond de la pensée de ce monsieur qui nous dit ça. Et on est un petit peu clairement dans cette guerre d'usure, dans cette guerre des nerfs, puisque c'est un combat psychologique et c'est un combat de force mentale. On attend que l'autre cède. Ça va être le premier qui va céder. Celui qui va céder, il va céder lourd. D'accord ? C'est ce qui nous est dit dans cette définition de la guerre des nerfs. Chaque partie attend que l'autre abandonne. Et ce qui est aussi intéressant dans cette définition, ou bien que ces nerfs lâchent. Et les nerfs peuvent lâcher des deux côtés, c'est-à-dire qu'ils peuvent lâcher de notre côté, c'est-à-dire de ceux qui manifestent, etc. Ça peut partir en cacahuète. Ça peut aussi lâcher, les nerfs peuvent aussi lâcher du côté du gouvernement si on arrive à faire basculer l'opinion publique, d'accord ? Et si les nerfs du gouvernement lâchent, ça peut réveiller encore plus rapidement le reste de la population, puisqu'on l'a vu que plus ils vont vite, plus ils réveillent de gens. Donc on est là-dedans, on est dans cette guerre des nerfs, on est dans ce brouillard de guerre, comme j'avais pu le mettre lors du dernier live, où on est un petit peu dans l'attente, alors on n'est pas que dans l'attente, on est dans l'action. On est dans l'action et dans l'attente aussi de bonnes nouvelles, d'un recul du gouvernement, puisque c'est ce que j'ai posté encore, ce que je voulais poster ce matin, mais je ne l'ai pas mis. C'est quand même assez incroyable de se dire que le gouvernement arrive à tenir encore pour le moment, alors qu'on a moins 40% chez les restaurateurs, moins 40% chez les salles de sport, moins 70% dans certains lieux culturels et événementiels de fréquentation. C'est une chute drastique en termes de l'économie. Comment est-ce qu'un gouvernement arrive à tenir en place, alors qu'il représente très peu de personnes, on l'a vu aux dernières élections, comment est-ce qu'ils arrivent à tenir encore et à ne pas céder sur ce pass sanitaire? Je pense qu'ils essayent d'aller au bout du bout. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent plus faire machine arrière. Ils doivent aller au bout. D'accord ? Et s'ils font une concession, ce sera la concession totale. D'accord ? Je tiens plutôt bien la guerre des nerfs. Eh bien, écoute, c'est parfait. Ça nous fait quelque chose de positif, puisque c'est un petit peu, voilà, en ce moment, beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui sont un peu dans le négatif. On est là-dedans. Ok, on est là-dedans. Donc, c'est le moment où il faut tenir.
On a toujours l'impression dans des guerres que on donne énormément d'efforts. Mettez-vous à la place. Tout à l'heure, je vous montrais avec la guerre. C'était comment je l'ai enlevé. La guerre d'usure avec la Première Guerre mondiale, la guerre des tranchées. Dites-vous qu'à l'époque, ils se battaient pour des centimètres, ils se battaient pour des mètres, ils se battaient pour juste aller à la tranchée d'en face. Ils avaient l'impression qu'ils n'avançaient pas. Ils avaient l'impression que tout ce qu'ils faisaient n'avait aucun impact. Est-ce que c'est la réalité? Non. Bien sûr que non. Tout ce qu'ils faisaient avait un impact important. Et justement, le gouvernement fait tout pour nous faire penser que ça n'a aucun impact. Pourquoi? Comme je vous l'ai mis tout à l'heure avec l'enchaînement des pertes économiques et le gouvernement qui nous dit « vous inquiétez pas, tout va bien sur le plan économique », ça, c'est fait pour nous faire penser que ça n'a aucun impact. Ils essayent, c'est un combat psychologique, ils essayent de nous faire abandonner. Ils nous disent « ce que vous faites, ça ne sert à rien, abandonnez, ça sert à rien ce que vous faites ». Or, la réalité, c'est que s'ils font ça, c'est que ça sert. S'ils font ça, s'ils en sont réduits à ça, c'est que nos actions ont un impact, d'accord? Je dis pas qu'il n'y a pas de meilleure solution que ce qu'on fait actuellement. Il doit y en avoir, et j'espère qu'on les trouvera. Mais en tout cas, ce qu'on fait actuellement, il faut pas tomber en déprime ou autre et se dire allez tout abandonner. Ce qu'on fait a un impact. Voilà, tout simplement. C'est un marathon. D'accord? C'est un marathon, c'est long. Ça se fait pas en 2 minutes et dans des guerres, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des batailles qu'on gagne, il y a des batailles qu'on perd, il y a des batailles qui durent. Et là, on est dans le dur. On est dans le dur, on est dans le combat le plus important et il faut tenir. Faut tenir. Voilà, c'est le message que je voulais vous dire. En tout cas, je voulais repartir de ça parce que je pense que c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel certaines personnes sont actuellement. Et je voulais justement essayer de ramener un peu de positif et de vous ramener dans une vision plus globale, une vision plus générale. Et si j'ai un conseil à vous donner, moi, je fais énormément de recherches et j'apprends de plus en plus de choses sur le plan historique, notamment sur l'histoire de France. Et je trouve que l'histoire passée nous apprend énormément de choses. Et ça peut être aussi un moyen de reprendre espoir pour le présent. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'époques dans l'histoire de France où la France a été à 2 doigts de disparaître, d'accord, avec Jeanne d'Arc, avec d'autres. Il y a eu beaucoup de moments où on était à 2 doigts de disparaître, et on s'en est toujours sorti, d'accord. Donc et quand il y a des événements qui se reproduisent plusieurs fois dans l'histoire, dans le passé, ça veut dire que les événements futurs vont aller dans ce sens-là, d'accord? C'est-à-dire que si ça s'est déjà produit, ça a beaucoup de chances de se reproduire. Si les résistants ont gagné, si Jeanne d'Arc a réussi à renverser, si Vercingétorix a réussi à réunir les Gaulois, si toutes ces épreuves, on a réussi à les traverser, on en est capable encore aujourd'hui. Voilà, c'est aussi ça, et je peux vous inciter aussi à vous plonger dans l'histoire de France, puisque ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur la population française, et sur notre présent, et surtout sur notre futur. Voilà. Guerre de nerfs et guerre de l'info, bien entendu. Ouais, je vais juste cacher ça, et on va remettre ça, et on est reparti. Ok. Allez, donc j'espère vous avoir un petit peu redonné un petit peu espoir, redonné quelques petites clés de compréhension par rapport à cette guerre des nerfs, par rapport à cette guerre d'usure qu'on vit actuellement. Et donc, dans la même idée, en juillet 1940, De Gaulle était condamné à Toulouse. Ça, c'est un petit rappel historique que je voulais vous faire. Le 4 juillet 1940, le général De Gaulle était jugé par coutumance par 7 généraux réunis en conseil de guerre dans la salle d'audience de la cour d'appel du palais de justice de Toulouse. Mais le souvenir de ce premier procès par coutumance du rebelle de Londres, jugé pour refus d'obéissance et incitation de militaires à la désobéissance, et sa condamnation à 4 années d'emprisonnement et à 100 francs d'amende, a été rapidement balayé des mémoires par la sentence de mort prononcée 1 mois plus tard par une autre cour martiale réunie cette fois à Clermont-Ferrand. Ces 2 procès ponctuent chacun à leur manière la crainte croissante que le général retranché à Londres inspire les autorités de Vichy. On est là-dedans. Raoult, il n'est pas condamné à mort, mais il est dégagé de son institut. Pourquoi? Parce qu'il gêne. Il gêne parce qu'il fait beaucoup de bien. Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Et je voulais aussi rappeler que en pleine période de guerre, on passe pour des fous, d'accord? On passe pour des fous, on passe pour le mauvais côté de l'histoire, on passe pour les méchants, on passe pour ceux qui ne respectent pas la loi.
De Gaulle ne respectait pas la loi à son époque. Si, je veux dire, l'histoire n'est remplie que de personnes qui se sont rebellées contre des lois qui étaient injustes. Et si ces lois, on les avait toutes appliquées sans avoir nos considérations éthiques et morales, je n'imagine pas dans quel monde nous vivrions actuellement. Heureusement que des gens sont sortis des lois, heureusement que des gens se sont mis debout et ont fait ce qui n'était pas légal à leur époque. Parce que si ce n'avait pas été le cas, ce serait juste hallucinant. Donc merci à des personnes comme ça qui n'ont pas respecté et qui se sont mis en porte-à-faux. Et nous, on est dans cette période aussi. On va se mettre en porte-à-faux par rapport à la loi, ça ne fait aucun doute. D'accord ? En tout cas, le combat en vaut le coup, puisque dans quelques années, c'est une certitude, l'histoire nous donnera raison. Manifestation ce soir à Tel Aviv en Israël, donc on passe un petit peu au monde. Donc manifestation ce soir à Tel Aviv en Israël pour le 4e samedi consécutif contre le pass sanitaire. Vous voyez qu'il n'y a pas que en France. 4e samedi en Israël. Je crois que c'est le 5e en Italie, on va le voir juste après. Des milliers de personnes manifestent à Amsterdam et plusieurs villes des Pays-Bas contre les restrictions sanitaires. Pardon. On ne lâchera pas, bravo. Voilà, c'est ce genre de vision qu'il faut avoir et de... Ouais. Et d'état d'esprit. Ok. Comme en France, des milliers de personnes manifestent à Turin et dans toute l'Italie pour le 5e samedi consécutif contre le pass sanitaire. Donc vous voyez, en Israël, en Italie, en France, on se bat tous contre le pass sanitaire. Les Australiens qui se lèvent également face à la folie des confinements. Alors eux, c'est juste hallucinant. Dès qu'il y a un cas Covid en Australie, ils reconfinent. Ça n'a rien de logique. Le régime covidiste déchaîne sa brutalité, mais le peuple tient bon. Les peuples briseront leur chaîne. Donc là, c'est Philippot qui nous donne ça. Et en fait, donc c'était une manifestation qu'il y a eu en Australie. Et le cordon de police a carrément été franchi par les manifestants qui ont décidé de charger, finalement. Je vous laisse avec les images. C'est parti. Voilà, donc ça a débordé un petit peu en Australie, là, mais c'est vrai que les gens là-bas commencent à être un peu énervés parce que ça se comprend. Parce que en termes de loi, c'est quand même elle a plus, voilà. L'Australie est la plus dure des dictatures depuis le début. Et c'est vrai que, franchement, c'est pas loin d'être le cas. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais c'est vraiment pas loin parce que, voilà, comme je l'ai dit, un cas à Melbourne, ils ont fermé tout Melbourne. Enfin, c'est hallucinant. Alors, la pandémie qui est terminée en Norvège, déclare le chef national de la santé. Donc, la pandémie est, pour ainsi dire, terminée pour lui. Donc, il a mis un tweet avec les chiffres et il a dit « C'était la pandémie ». Même si la souche Delta se propage, le nombre d'hospitalisations et de décès n'approchera pas les niveaux observés l'été dernier, selon Avitsland. Il a affirmé que le virus ne disparaîtra pas et ne constitue qu'une menace mineure. Voilà, tout simplement. Il nous dit, même si la souche Delta se propage, ce qui se passe au Danemark, pardon, c'est la même chose que ce qui se passe en France. Il n'y a pas de nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière, c'est la même chose. Le nombre d'hospitalisations et de décès n'approchera pas des niveaux observés l'été dernier. C'est ce qu'on observe aujourd'hui en France. Reprenez les chiffres de 2020. On est beaucoup en dessous par rapport au nombre d'hospitalisations et au nombre de décès. Et pour autant, on n'a jamais pris des mesures aussi drastiques comme le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Et il nous dit en plus que le virus ne disparaîtra pas et ne constitue qu'une menace mineure. Et oui, puisqu'il va se propager, on va tous l'attraper, mais il va y avoir de moins en moins de décès, de létalité, il va y avoir de moins en moins d'hospitalisation. Donc, en gros, il faut revivre, il faut arrêter de rester dans la peur continuelle. Voilà. Allez, je voulais vous mettre cette petite recherche Google. Alors parce que j'ai vu, donc comme tout le monde, en Italie, donc il y a un homme qui s'est fait tatouer donc son QR code sur le bras. Et regardez à quel point ça a été repris par tous les médias. Donc vous tapez Italie, homme, QR code, bras. Donc j'ai tapé les mots clés. Huffington Post, Le Parisien, CNews, Nice Matin, 20 000.fr, L'Indépendant.fr, Courrier Picard, BFM TV, Info 974, carrément pour la Réunion, je crois que c'est 974. Bref, vous pouvez continuer sur les prochaines pages. Ça a été médiatisé d'une manière à outrance, tout simplement. Alors que c'est juste une personne en Italie. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur ce personnage-là ?
parce que c'est l'excentrisme du côté du covidisme fou. Et c'est le monde qu'ils veulent, hein. On l'a déjà vu dans les précédentes vidéos concernant le transhumanisme, la robotique, etc. On l'a vu que ça s'en venait, la déshumanisation, hein, finalement. Et donc bien sûr que ça va dans leur sens. Un homme qui se fait tatouer directement son QR code sur le bras, c'est magique pour eux. Il va trop vite, ce personnage. Donc bien sûr, il est popularisé, bien sûr, il est mis par tous les médias en ont parlé pour que tout le monde le voit. Et donc bien sûr, dans le premier coup d'œil, ça choque, mais après la stupéfaction vient un petit peu l'accoutumance. Et si on médiatise une personne comme ça va amener d'autres personnes peut-être à le faire, et ça va pas avoir un impact extrêmement important dans un court laps de temps, mais je veux dire, c'est toujours sur du long terme. On habitue les gens à de la folie, d'accord ? Se faire tatouer son QR code sur le bras, c'est de la folie, d'accord ? On va pas avoir peur des mots. Je veux dire, si vous le mettez sur votre bras, c'est que ça fait partie de vous. Votre QR code ne fait pas partie de vous. Vous êtes un être humain, d'accord ? Donc, en tout cas, j'espère qu'il y a encore des êtres humains ici. Allez, on passe à Poutine qui condamne l'Occident. Donc, on revient par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan. Donc, j'ai pas plus d'informations que ce que je vous ai donné la dernière fois. Je vous ai dit qu'on se tenait informé, hein, si on avait des hypothèses, des théories qui arrivent, des informations supplémentaires qui nous sont données, qui sont intéressantes. Pour le moment, j'en ai pas vu des très importantes. En tout cas, donc Poutine qui condamne l'Occident, qui veut imposer des valeurs étrangères aux Afghans. Le président russe a dénoncé les pays occidentaux qui veulent bâtir dans d'autres pays la démocratie selon des modèles étrangers, tout en mettant en garde contre l'infiltration de terroristes dans les pays voisins. Voilà, donc j'ai perdu mes surlignages, pas de bol. Donc il nous disait quoi ? Il nous disait il faut arrêter, donc il a qualifié d'irresponsable l'Occident, qui vise à imposer des valeurs étrangères aux Afghans. Il faut arrêter cette volonté de bâtir dans d'autres pays la démocratie selon des modèles étrangers sans tenir compte des particularités historiques, nationales ou religieuses, en ignorant complètement les traditions selon lesquelles vivent d'autres peuples. D'ailleurs, Poutine, il a tout compris. Il a compris qu'une nation, c'est pas juste des gens qui sont ensemble, c'est des personnes qui ont des repères historiques, qui ont des repères religieux, qui ont des traditions, qui ont une culture propre. Et on ne peut pas faire de l'Afghanistan un pays occidental. La population là-bas a une culture, un mode de vie propre. Et vous pourrez toujours essayer, ça ne fonctionnera pas. Chaque peuple a sa propre identité et on ne peut pas. C'est toujours un mythe, hein, ça, de se dire qu'on va mettre au même rang différents peuples, où on va unir, on va faire fusionner les peuples, c'est ce qu'on veut avec l'Union européenne, hein, enlever les identités des nations. On veut en fait un citoyen européen, mais on n'y arrivera pas. Et l'histoire nous a déjà montré que tous les empires qui ont essayé de créer des empires européens, de réunir l'Europe, n'y sont jamais arrivés. Pourquoi ? Parce que chaque peuple a ses particularités et on ne pourra jamais attendre la même chose d'un Français, d'un Italien, d'un Allemand, d'un Espagnol. Et chacun a ses particularités, et c'est ça qui fait la richesse. Je veux dire, toutes les personnes qui veulent anéantir ces qualités, c'est les ennemis de l'humain, quoi. C'est les ennemis de l'humanité, puisque c'est notre différence qui fait notre richesse. Donc voilà ce que nous dit Vladimir Poutine, et qui nous dit attention à l'infiltration de terroristes sur les pays voisins, sur les territoires voisins. Puisqu'il nous dit que, il y a des terroristes qui n'hésitent pas à se faire passer pour des réfugiés pour traverser les frontières. Et donc nous, en France, on se pose la question, est-ce qu'on fait rapatrier certaines personnes qui étaient en Afghanistan ? La question, ce sera de voir, est-ce qu'on regardera qui c'est ? Parce que ce sera ça le plus important, puisque, comme on le dit, il risque d'y avoir donc des infiltrations de terroristes. La nouvelle menace entre le terrorisme et les pandémies, voilà, on a de quoi être dans la peur pendant encore de bonnes années. En tout cas, c'est les deux armes qui sont utilisées actuellement, hein, puisque dès qu'il y a eu une baisse du Covid, que bizarrement il y a eu une hausse du terrorisme, il y a toujours quelque chose. On ne peut pas être sans rien, on ne peut pas être sans Covid ni sans terrorisme, il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour qu'on se maintienne dans la peur. C'est une stratégie de la peur. Donc, bilan économique et social de l'intervention. Je regarderai la vidéo d'Asselineau, apparemment une vidéo intéressante sur l'Afghanistan. Je regarderai, si je la trouve intéressante,
poserai quelques petites choses tout à l'heure. Donc, bilan économique et social de l'intervention de l'OTAN, indice de développement humain. Donc, voici le classement. Alors, le classement de l'indice de développement humain donc de l'Afghanistan, donc en 1992, lorsque l'URSS s'en va, puisque l'URSS était venue sur le territoire afghan et est parti donc en 1992. À la fin donc de l'occupation, on va dire, de l'URSS, on avait un indice de développement du pays qui était au rang numéro 135. Ils étaient 135e. En 1996, 140e avec la prise de pouvoir des talibans. Et ensuite 162e avec le début de l'action militaire de l'OTAN. Donc un gros recul par rapport au début. Et en 2019, l'indice de développement 169e. Donc là, l'Afghanistan, ils sont au 169e rang. Donc vous vous rendez compte, depuis 1992, donc des milliards, des milliers de morts, de morts de civils également, hein. Tout ça pour au final avoir fait reculer le pays en Afghanistan. C'est quand même assez hallucinant. Donc voilà, le pouvoir taliban l'a fait chuter de 22 places, la guerre civile a fait baisser de 5 places, et l'OTAN l'a encore fait baisser de 7 places. Voilà. Et donc l'indice de développement humain, donc qui s'est effondré donc depuis le départ des soviétiques et l'arrivée donc des talibans puis de l'OTAN. Donc ça n'a pas vraiment aidé. Quelque chose nous dit qu'on aurait peut-être dû les laisser tranquilles. Allez, Afghanistan, ces armes américaines tombées aux mains des talibans. Donc, comme je le disais la dernière fois, je l'avais esquissé parce qu'on n'avait pas encore ces informations. En tout cas, l'Afghanistan, donc, il met les talibans qui mettent la main sur des stocks d'armes et de véhicules que les Américains ont laissés. Voilà. Donc, les Américains qui nous disent qu'ils sont partis à la hâte. Et donc, qui n'ont pas pu prendre tout ce matériel. Encore une fois, tout ça, c'est très, très gros. Je veux dire, c'est les États-Unis. S'ils sont pas capables d'envoyer plus d'avions pour rapatrier le matériel qu'ils ont laissé sur place, je comprends pas. Je veux dire, en termes militaires, ils ont encore une grosse armada et ils sont largement capables de rapatrier du matériel. Surtout si, comme on nous le dit dans les médias, les talibans sont donc les ennemis des Américains. Pourquoi laisser des armes à vos ennemis ? Pourquoi laisser des armes à vos ennemis et votre matériel là-bas? Donc, encore une fois, tout ça, ça ne colle pas. C'est encore une fois de la désinformation. Si M. Biden avait décidé de rapatrier tout son matériel militaire et tous ses véhicules aux États-Unis, il l'aurait fait, tout simplement. Et s'il ne l'a pas fait, c'est pour une raison. D'accord? Je ne vais pas me lancer là-dedans. J'attends qu'on ait plus d'informations là-dessus, mais j'ai déjà ma petite idée. Mais bon, on attend d'avoir des informations sourcées. Vous le savez, ici, il n'y a que des informations sourcées. Et puis, on verra ce qu'on peut en dire à ce moment-là. Donc, ils se sont emparés donc facilement d'une multitude d'armes laissées par le gouvernement et l'armée afghane partie dans la précipitation. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Un pactole conséquent. Il s'agit principalement d'armes et d'outils technologiques de fabrication américaine. Et ça fait pas scandale. C'est quand même incroyable que ça ne fasse pas scandale, le fait qu'on laisse tout ça aux mains de nos adversaires. Je veux dire, même dans les premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale, ou les guerres plus récentes, quand vous êtes obligé d'abandonner une place forte ou des endroits qui peuvent être stratégiques à votre ennemi, il n'y a personne qui laisse la plateforme intacte, la place forte intacte. Personne la laisse intacte. Soit vous posez vous faites des choses, quoi. Vous essayez de rapatrier tout ce que vous pouvez. Enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles à faire. Je suis pas forcément un expert, mais rien que moi, j'ai déjà des idées. Bien sûr que vous rapatriez tout ce que vous pouvez. Donc, si vous les laissez, c'est qu'il y a vraiment un objectif derrière. Bonjour Awakening, pas de souci. Je pourrais aussi regarder le début en replay. Allez, Israël avec son taux de vaccination de 63%, bientôt un confinement, cherchez l'erreur. Plus 44% d'admission en réa la semaine dernière. On y va. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, alors on commence notre tour d'horizon. Depuis quelques semaines, l'épidémie flambe à nouveau un peu partout. Oui, commençons par deux exemples parmi les plus parlants. D'abord, vous le disiez, les États-Unis, voilà
la courbe des cas aux États-Unis, 141 060 aujourd'hui en moyenne chaque jour, et une augmentation de 14% sur les 7 derniers jours. C'est simple, les États-Unis n'avaient plus connu une vague de cas pareille depuis le mois de février dernier. Ce qui n'est pas rassurant, c'est que dans les hôpitaux du pays, eh bien, ça se ressent, cette vague épidémique. Il y a aussi une augmentation des entrées à l'hôpital, elle est de 20%, une augmentation aussi des admissions en réanimation, c'est-à-dire des cas graves de 16%. Les États-Unis qui bloquent dans la campagne vaccinale avec 51% de la population qui a reçu ces 2 doses, qui est immunisée, mais qui bloquent sur ce 1 Américain sur 2, ce ratio-là. L'autre exemple, c'est celui d'Israël. Israël, voilà la courbe. Vous voyez que c'est difficile aussi de vacciner les Américains. Hein. Ils sont bloqués depuis quelques temps. Ils sont bloqués à 50-50, hein, pratiquement, de personnes vaccinées et de personnes non vaccinées. Des cas en Israël, là aussi vous voyez cette vague avec 6549 cas chaque jour en moyenne, plus 33% sur les 7 derniers jours. Le pays qui connaît lui aussi une nouvelle vague, les entrées à l'hôpital, là aussi en Israël, eh bien elles augmentent, vous avez plus 40. Comment expliquer cette augmentation? Comment expliquer cette augmentation? Les statistiques, c'est 75% de personnes vaccinées en Israël pour les plus de 12 ans, à partir de plus de 12 ans. À partir de plus de 12 ans, 75% de la population israélienne est vaccinée. Et on constate une augmentation des entrées à l'hôpital de 41%. 1%, ça c'est pour les entrées à l'hôpital, plus 44% pour les admissions. Mais si on est anti-vax, comme on l'a dit tout à l'heure avec le Skyrock, on est pro-Covid, on est pro-virus. En réanimation, or Israël a longtemps été donné comme l'exemple d'une vaccination qui avait bien avancé. 63% de la population israélienne est totalement vaccinée, sauf que ça semble... Voilà, 63% de toute la population qui est vaccinée. Et l'autre chiffre que j'avais vu dans mes recherches, 75% des plus de 12 ans, à partir de plus de 12 ans, 75% des Israéliens sont vaccinés. Et là, on observe une grosse augmentation en termes d'hospitalisation. On n'est pas assez, surtout qu'il y a les chiffres, on en a parlé dans cette émission sur ce vaccin ARN qui est moins efficace contre les contaminations, notamment sur ce variant Delta qui sévit en Israël. Voilà, c'est moins efficace. Alors pourquoi toujours nous donner comme seul outil la vaccination alors qu'on sait que c'est de moins en moins efficace? Les chiffres nous le montrent en termes de contamination, en termes d'hospitalisation, c'est de moins en moins efficace. Mais si vous ne faites pas vacciner, vous êtes un mauvais citoyen. Pourquoi est-ce qu'on ne se tourne pas vers les traitements tout simplement pour résoudre ce problème? D'autres exemples un peu plus proches de nous. D'abord l'Islande, on en parlait hier dans l'émission pour dire qu'il n'y a pas ou peu de cas graves en Islande, c'est vrai, mais il y a bien une vague des cas et des contaminations, vague sans précédent pour un pays qui a... Ah, petit bug. Les vidéos Twitter sont souvent dures à charger, hein. J'ai constaté ça. Calme, alors que Donc 75% de vaccinés en Islande, et c'est ce qui constate aussi une augmentation. Donc là, ils ont fait le tour Israël, États-Unis, Islande. Donc les exemples sont nombreux, comme d'habitude. Des Islandais sont vaccinés, voilà qui pose question. Continue encore plus proche de nous avec la Grande-Bretagne. On a cru que la Grande-Bretagne avait passé un pic, c'était à la fin du mois de juillet. Eh bien regardez, ça commence à réaugmenter depuis plusieurs jours, 30 515 cas en moyenne chaque jour, et sur la semaine écoulée, plus 8% pour les contaminations. Là aussi avec des entrées à l'hôpital qui augmentent de l'ordre de 6% et des admissions en réanimation qui augmentent, elles, de l'ordre de 5%. Voilà. Et si vous contredisez ça, eh bien, vous êtes un méchant pro-vaccin maintenant. Vous n'êtes même plus un anti-vax ou un anti-pass ou quoi que ce soit. Vous êtes un pro-virus. Pro-virus. Allez, Israël, autrefois, donc le modèle pour vaincre le Covid fait face à une nouvelle vague d'infection. Voilà, ça revient avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec la vidéo de LCI. La grande majorité de la population âgée d'Israël avait reçu 2 doses du vaccin. Même si j'avais dit 75%, c'est 78%. Environ 78% de la population âgée de 12 ans et plus est complètement vaccinée. Vous voyez que là encore, LCI, ils pourraient préciser, parce qu'ils nous disent tout à l'heure aux alentours de 60% donc, de toute la population qui est vaccinée. Or, ce qui nous intéresse surtout, c'est les plus de 12 ans, puisqu'en dessous, ça n'a aucun intérêt. 78% de la population des plus de 12 ans, à partir de plus de 12 ans, est complètement vaccinée. Et on observe plus de 40% d'hospitalisation. Voilà. Merci Johnny. Voilà, bon, je pense qu'on va passer assez vite puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Certains experts craignent que le taux élevé d'infection en Israël parmi les premiers vaccinés n'indique un déclin des protections du vaccin au fil du temps. Eh oui.
Israël peut refuser, donc c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Israël peut refuser les passeports verts aux personnes qui n'ont pas reçu de rappel Covid. C'est-à-dire que si vous avez votre première dose et votre deuxième dose, si vous n'avez pas votre troisième dose, votre passe sanitaire est, n'est pas opérationnel. Donc c'est assez splendide. Donc ce qui fait que vous êtes dépendant du système à vie, puisque comme on l'a vu, on est parti pour de la vaccination pendant plusieurs années. C'est les élites qui nous ont dit ça. Donc assez incroyable. Le ministre de la Santé a déclaré que puisque le vaccin perd de son efficacité au fil du temps, donc plutôt que se dire « Ok, le vaccin, en fait, finalement, ça marche pas trop, on va peut-être faire une autre stratégie que le vaccin », et ben non, on va dire « Si vous n'avez pas votre dernière dose, vous êtes hors de la société ». Voilà, vous voyez comment ça se radicalise de plus en plus de l'autre côté. La preuve d'immunité ne sera plus valable pour ceux qui n'ont pas eu le rappel. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on comptera le nombre de jours avant que ça arrive en France ou le nombre de semaines, mais en tout cas, ça arrivera. Allez, un article très intéressant sur Réinfo Covid. La vaccination n'empêche pas les regains épidémiques. Donc là encore, ils nous font des graphiques par rapport à Israël, par rapport aux États-Unis. Ça revient un petit peu sur la vidéo d'LCI. Mais eux, ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont plus loin dans les données concernant les personnes vaccinées. Parce que ça, c'est le flou artistique, c'est le flou qu'il y a dans tous les médias mainstream. Vous voyez que LCI, c'est pas mal la vidéo qu'ils font tout à l'heure, mais ils vont pas assez loin du tout en termes de qui va à l'hôpital. Est-ce que des personnes vaccinées vont à l'hôpital? Si oui, combien? Quel pourcentage? Ça, ils nous les donnent pas. Par contre, Réinfo Covid, eux, ils vont jusqu'au bout et ils nous les donnent. Donc bravo. Ils nous disent, donc ça c'est le à retenir parce que je vais essayer de passer un petit peu plus vite, ça fait déjà 1h26, ouais. La majorité des personnes infectées en Islande sont des personnes vaccinées. La majorité, en même temps c'est normal puisqu'ils sont pratiquement tous vaccinés là-bas. La majorité des hospitalisés attribués au Covid sont des personnes vaccinées. La majorité des patients Covid en unité de soins intensifs sont des personnes vaccinées. La majorité des décès attribués au Covid sont des personnes vaccinées. Et on nous donne les chiffres. En Israël, je vous donne juste Israël, je ne prendrai pas les autres cas parce qu'on va essayer de passer vite. 90% des nouveaux cas de plus de 50 ans sont totalement vaccinés. 60% des cas sévères sont également vaccinés. 60% des cas sévères sont également vaccinés. Le vaccin est censé empêcher les formes graves, d'accord? Les personnes vaccinées ont presque 7 fois plus de chances d'être infectées par le SARS-CoV-2 que les personnes immunisées par une infection naturelle, avec un taux de réinfection, je ne vais pas faire le... Ouais, 0,0086% pour les non-vaccinés contre 0,0578% pour les vaccinés. Sur les 143 patients Covid hospitalisés la semaine du 21 juillet, 58% étaient vaccinés, 39 ne l'étaient pas, 3 étaient partiellement vaccinés. 95% des patients sévères sont vaccinés, 90% des hospitalisations concernent des personnes entièrement vaccinées. L'efficacité du vaccin diminue, ça c'est ce que nous dit le directeur donc, du Herzog Hospital donc, à Israël. Ainsi, malgré 60% de sa population vaccinée 2 doses, Israël a décidé de ne pas rouvrir ses frontières aux touristes vaccinés. Vous vous rendez compte du message qui est envoyé? Si Israël n'ouvre plus ses frontières aux touristes qui sont vaccinés, ils avouent que le vaccin ne fonctionne pas. On est d'accord ou pas? C'est quand même hallucinant que ça n'ait pas plus de répercussions, toutes ces données-là. Voilà, donc cet article de Réinfo Covid, je vous invite à y aller. Donc c'est la vaccination n'empêche pas les regains épidémiques. Je vous ai pas mis les liens en description, mais je vous les mettrai rapidement. C'est juste pour moi, ça m'arrange pour le début. Ouais, ça fait beaucoup de chiffres, mais j'essaie de les enchaîner parce que ça fait un effet. Allez, on enchaîne. Du coup, on passe au World Economic Forum, qui ne nous veut que du bien, avec ces capteurs qui peuvent, donc ces masques du futur, hein, parce que eux, le port du masque, c'est censé rester, d'accord? Ils sont pas là pour nous l'enlever. On se rappelle, le port du masque, au début, c'était que pour quelques semaines. Plus d'1 an après, on y est encore. Et c'est ce que je disais à l'époque, hein, plus ça va durer, plus ça va être dur à enlever. Donc si ça tient pendant, je sais pas moi, 2, 3, 4 ans, il y aura des générations qui n'auront vécu qu'avec un port du masque et qui, pour eux, ce sera leur normalité. Et c'est leur objectif, que ça devienne la normalité pour les futures générations, pour que ça soit plus facilement tenable pour le reste de la population. Donc le World Economic Forum qui nous propose, vu que eux ils veulent un masque à vie, eh bien ils nous proposent déjà des petites astuces avec ce port du masque, avec des nouveaux masques, avec des capteurs qui peuvent également être intégrés aux vêtements et même envoyer les résultats à votre smartphone. Et donc ce masque a en plus la capacité de vous tester contre le Covid pendant que vous le portez. Allez, regarde cette vidéo.
Donc, vous avez un petit capteur qui analyse votre respiration. Vous avez le résultat du test en 90 minutes. C'est aussi fiable que les tests PCR. Je crois que là, c'est pas du tout un argument de vente de dire que c'est aussi efficace que le test PCR. Et magie, vous n'avez pas besoin de mettre donc la petite seringue dans le nez. Ça va être l'argument de vente. Tout le monde va se les arracher. Voilà, donc après ils expliquent exactement comment ça fonctionne. Voilà, on va rester, on va partir, on va plutôt rigoler de ça plutôt que d'en pleurer. Des clones, voilà, c'est ça. Moi, ça me fait penser aussi à ça, surtout quand je vois l'image du monsieur au début. C'est ça qu'ils veulent faire à travers ce port du masque qui est dans un but de durer. On l'a dit dès le début et beaucoup de lanceurs d'alerte l'ont dit dès le début. Le port du masque est là pour durer. Allez, Covid-19, l'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna tombe à 66% contre le variant Delta. Comme par hasard, il y a toujours des 6-6 à chaque fois. Donc, ces données proviennent d'une étude menée sur des milliers d'employés de centres de soins et d'hôpitaux dans 6 États, donc aux États-Unis. Et donc, l'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna contre l'infection au Covid a baissé de 91 à 66% depuis que le variant Delta est devenu dominant aux États-Unis, selon les données publiées mardi par les autorités sanitaires américaines. Donc, selon moi, c'est encore plus faible que ces données qui sont là, mais en tout cas, on commence à baisser. Mais c'est pas pour autant qu'on dit que ça ne sert à rien et que qu'on change de stratégie. Bien sûr que non. Allez, on passe aux États-Unis, dernière partie. On va essayer de faire ça un petit peu rapidement. Donc, États-Unis, près de 15 millions de bulletins de vote par correspondance n'ont pas été pris en compte lors des élections de 2020, selon un rapport. Donc, c'est The Epoch Times qui nous publie cet article donc du 21 août. Lors des élections présidentielles de novembre 2020, dont les résultats chaotiques ont été vigoureusement contestés, près de 15 millions de bulletins de vote par correspondance n'ont pas été pris en compte, selon un groupe juridique américain. Le résumé du rapport de la Public, je vais peut-être pas vous lire ça, j'avais pris autre chose. Voilà, ces chiffres expliquent en détail pourquoi l'acharnement à mettre en place le vote par correspondance en 2020 ne doit plus jamais se reproduire. La leçon qui tire aux États-Unis, c'est celle-ci. Les chiffres qu'ils ont actuellement, en détail, expliquent en fait pourquoi l'acharnement à mettre en place le vote par correspondance en 2020 ne doit plus jamais se reproduire. Ils ont poussé comme pas possible sur le vote par correspondance et il n'y a pratiquement pas eu de débat, ça a été imposé. C'est ce qu'ils veulent faire en France, ils en ont parlé la dernière fois, ça date d'il y a 2-3 mois qu'on en avait discuté. Ils veulent pousser, ils veulent acharner donc vers ce vote par correspondance. Et aux États-Unis, ils nous disent que ça ne doit plus se reproduire. Ça, c'est leur bilan. Mais nous, en France, on n'écoute surtout pas le bilan des autres, que ce soit en matière de Covid ou en matière d'élection. C'est une question, Marie. Hein. C'est une question. Hein. C'est une question. Après, voilà, ça dépend aussi des expériences de chacun. Ouais, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Je pense que c'est très vaste. Ça a pas une seule, il n'y a pas une seule réponse à ta question. Je pense que c'est plein de choses. Ça dépend du parcours de chacun, d'expérience professionnelle, d'expérience en termes de famille. Des fois, il suffit juste d'avoir une personne dans sa famille pour réveiller sur certaines choses. Et puis des fois, on n'est qu'avec des personnes qui ont un certain mode de vie. Du coup, on se pose pas trop de questions. On suit ce qu'on nous dit. Ça, c'est dommage, mais ça a toujours été le cas et ça restera malheureusement la plus grande difficulté, c'est qu'il y a toujours des personnes, beaucoup de monde qui suivent, voilà, sans se poser de questions. Allez, certains décomptés ayant moins d'expérience dans la gestion du vote par correspondance ont rejeté la plupart des bulletins de vote à l'échelle nationale. Si cela continue, le chaos de 2020 deviendra la norme. Ils nous disent bien, certains décomptés ayant moins d'expérience ont rejeté la plupart des bulletins de vote à l'échelle nationale. Imaginez en France, on n'a plus du tout l'habitude de faire ce vote par correspondance, puisqu'on l'a enlevé dans les années 70, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça va être? Puisque aux États-Unis, il y avait d'autres qui avaient déjà un petit peu ce mode de fonctionnement, donc ils avaient un peu on va dire d'habitude, de routine.
on pouvait se dire qu'ils se géraient un peu mieux, même si ça pourrait même être mis de l'autre côté, c'est-à-dire que peut-être qu'ils savaient déjà comment truquer. Bon, on va rester factuel. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer en France si en plus, nous, il n'y a aucune région qui est habituée à faire ce vote par correspondance? Ça va être un carnage, comme déjà les élections dernières n'ont pas été très, très jolies. Ça va être assez impressionnant. Mais surtout, au total, durant les élections de 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 aux États-Unis, plus de 43,1 millions de bulletins de vote par correspondance se sont évaporés. Donc en 1, 2, 3, 4, 5, en 5 élections, au total, 43,1 millions de bulletins de vote par correspondance se sont évaporés. Donc si on pousse au vote par correspondance, c'est pas pour que ça soit des élections faires, hein, on est d'accord. Bonsoir Phil, bonsoir Oline. Allez, on passe à la suite. Alors, le directeur du CDC, Walensky, qui nous dit « Il existe un risque accru de maladies graves chez les personnes vaccinées tôt ». Incroyable. Alors, on lit cet article. Donc, l'idée d'une injection de rappel ne convient pas à beaucoup de gens. Alors, comme sur des roulettes, la directrice du CDC a utilisé la peur pour convaincre les gens d'obtenir la 3e injection du Covid. Donc, en premier temps, on vous dit « Allez vous faire vacciner ». Et ensuite, on vous dit, si vous n'avez pas la dose de rappel, la dernière dose qui est donnée, eh bien, vous avez un risque accru de maladies graves. Ainsi, tous les bienfaiteurs et les partisans des règles qui se sont alignés aveuglément pour obtenir la piqûre expérimentale, tout de suite se font dire maintenant qu'ils n'ont aucune protection. Ils doivent donc obtenir le rappel. Donc en fait, ils ont créé un système sur lequel vous êtes dans un labyrinthe et vous ne pouvez plus sortir de ce labyrinthe. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la dernière dose, eh bien c'est comme si vous n'aviez rien fait, que tout ça n'avait servi à rien. Donc vous vous dites, bon allez, j'en reprends une. Sauf que du coup, il n'y aura pas de fin à ça parce que ça va s'enchaîner. Nous voyons des preuves inquiétantes d'une diminution de l'efficacité du vaccin au fil du temps et contre la variante Delta. Les rapports de nos collègues internationaux, y compris Israël, suggèrent un risque accru de maladies graves chez les personnes vaccinées. Voilà. C'est quand même ahurissant, quand même, ce qu'on peut observer. C'est ahurissant. Allez, on enchaîne. La Cour suprême ordonne à l'administration Biden de rétablir la politique de rester au Mexique de l'ère Trump. Voilà le méchant raciste Trump, avec sa politique d'immigration, avec le mur et avec sa stratégie par rapport aux migrants et surtout aux migrants qui étaient illégaux. Eh bien, Biden est désormais contraint de revenir à ce que Trump faisait. Voilà, donc les médias, je ne sais pas si vous vous rappelez, comment ils ont tapé comme pas possible sur le raciste Donald Trump par rapport à ce qui se passait au Mexique. C'est la catastrophe, ce qui se passe au Mexique actuellement sous l'ère Biden. Et il va être obligé de revenir à ce que Trump faisait. C'est la Cour suprême qui lui ordonne donc de revenir à ce que faisait Donald Trump. Donc à la Haute Cour, au moins 5 des 6 juges conservateurs, dont 3 nommés par Trump, ont voté pour le redémarrage du programme, donc qui était utilisé sous Donald Trump. Incroyable quand même, mais là, Biden ne sera pas du tout catégorisé de raciste, il n'y a pas de souci. Allez, président du Sénat de l'État de l'Arizona, donc on va faire un petit point sur les audits. Le rapport d'audit électoral en cours de préparation, donc en fait, il était... donc ça, c'est un article du 17 août. Et en fait, à date du 17 août, il aurait dû être publié... Je ne sais plus quelle date. Je l'ai perdu. La semaine prochaine. Donc en théorie, en fait, on aurait déjà dû avoir le rapport qui aurait été transmis. Alors attention, parce qu'il y en a qui attendent le rapport, c'est encore compliqué. Le rapport d'audit de Maricopa, il est terminé, ça c'est clair, il est fini. Et il sera remis au Sénat la semaine prochaine. Donc ça, c'est ce qui était mis à l'époque du 17 août. Maintenant, on a des nouvelles. Donc l'audit de l'Arizona des élections de 2020 est retardé. C'est un peu bizarre, après que 3 membres de la société CyberNinja, donc c'est eux qui organisent ça, aient eu le Covid. Donc en fait, les résultats du comté d'Arizona, dans le comté de Maricopa, ont été retardés car 3 membres donc ont été diagnostiqués au Covid. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Voilà, donc l'équipe s'attendait à ce que le projet complet soit prêt pour le Sénat aujourd'hui. Donc il faut juste faire une petite distinction, c'est que quand il sera prêt pour le Sénat, encore, nous, on n'aura aucune information. C'est-à-dire que ce sera dans les mains du Sénat. Le Sénat va l'examiner, voir si c'est tangible. Voilà, ils vont vérifier. Voilà, c'est ce qui est mis ici.
Donc il nous dit que l'exactitude, la clarté et la preuve de la documentation de ces conclusions, ils vont étudier tout ça. Donc on n'aura pas encore de données ou de choses concrètes quand le rapport sera donné au Sénat. Là, il n'est pas encore donné, il est donné partiellement. Lundi, donc, le Sénat de l'État a reçu une partie du rapport et s'attend à recevoir le rapport complet mercredi. Donc ça, c'était un article du 24 août. Donc, à cette heure-ci, normalement, le Sénat de l'État devrait avoir donc le rapport complet. Donc là, maintenant, ils vont l'examiner et ensuite, ils vont faire, après examination, ils vont faire un rapport final qui sera remis au comité judiciaire du Sénat et ensuite, donc, rendu public. D'accord, donc, il faut être encore long. C'est encore long tout ça, mais c'est sûr que voilà, c'est de l'administratif, c'est du judiciaire, ça prend du temps. C'est sûr que il faut être patient là-dessus. Alors que les réseaux de diffusion pro-Trump comme One et Newsmax ont télévisé de longues périodes du dépouillement, les critiques l'ont qualifié de farce. Donc voilà, il y avait des caméras qui étaient branchées 24 heures sur 24 en direct. Eh bien ça, en fait, le conseil de surveillance du comté de Maricopa a fustigé l'audit parce que lui, il affirme qu'il érodait la confiance du public dans le processus démocratique. Voilà. Donc en fait, mettre des panneaux devant des vitres pendant le dépouillage des élections, c'est ce qui s'est passé lors des élections de 2020, c'est démocratique. Par contre, filmer en temps réel, 24 heures sur 24, des gens qui recomptent des votes, ce n'est pas démocratique. J'ai envie de dire, s'ils sont si sereins, pourquoi ne pas refaire le compte ? Pourquoi ne pas refaire le compte ? C'est très démocratique de dire vous avez un doute sur le résultat des élections ? On recompte, il n'y a pas de problème, on recompte, on vérifie, on met des caméras H24 comme ce qui s'est passé pour l'audit de l'Arizona, on recompte et on vérifie. Voilà. Bien sûr, Seb, bien sûr, on n'attend personne, ça c'est important, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors, un républicain de Pennsylvanie de haut niveau relance l'audit du vote de 2020 et supprime l'allié. Alors là, c'est une mauvaise traduction. Indifférence s'est répandue à la vue du public à la fin de la semaine dernière, alors que certains républicains de Pennsylvanie cherchent à enquêter plus avant sur les élections de novembre. Puisque là, un important sénateur républicain de l'État de Pennsylvanie a relancé une enquête de style Arizona sur le décompte des voix de l'automne dernier. Voilà, donc on a aussi la Pennsylvanie qui se relance dans des recomptes, comme ce qui est en train d'effectuer l'Arizona. D'accord ? Donc là encore, ça va mettre du temps, mais c'est lancé, c'est bien. Donc sous le feu des négociateurs, je ne sais plus s'il y avait quelque chose d'intéressant là-dessus. Voilà, donc c'est juste que ça se lance aussi en Pennsylvanie et qu'il demande aussi des examens similaires à travers donc le pays pour que d'autres États fassent la même chose. Voilà. Et on m'avait demandé la dernière fois, donc qu'est-ce qu'il y a eu donc par rapport au symposium donc de Lindell. Donc voici ce qu'il s'est passé. Donc c'est un article intéressant que j'ai vu sur CD Media, qui a été en plus partagé par les décodeurs. Donc ils ont fait un petit résumé de ce qu'ils ont pu voir par rapport à ce symposium, puisque dans les médias vraiment mainstream, ils ne donnent aucune chose de fond. Ils ne parlent pas de ce qu'ils ont montré. En fait, vous pouvez lire plusieurs articles mainstream à la suite. Vous n'aurez aucune information de ce qu'a donné Mike Lindell. C'est hallucinant. C'est bien entendu du matraquage pour lui, mais à aucun moment on vient sur le fond. On a de réponses à ce qu'on veut en cliquant sur l'article. Donc ça, vraiment triste. Ouais, excellent, Alain. Premièrement, nous n'avons aucune idée si les données de capture de paquets annoncées par Mike Lindell pendant des mois comme preuve que la Chine a piraté les élections étaient réelles ou non. Vous voyez que c'est un média alternatif, mais c'est pas non plus un média pro quelque chose, d'accord ? Ils sont neutres. Ils nous disent, pour le moment, on ne sait pas si les preuves comme quoi la Chine a piraté les élections sont réelles ou pas. Puisque si ça l'était déjà, il y aurait des sérieuses répercussions. Le colonel Phil Waldron, de l'équipe Lindell, a déclaré que les données que Lindell possédait avaient été remises au gouvernement fédéral conformément aux exigences de la loi sur la cybersécurité. Donc déjà, les données que Lindell possède, il les a remises au gouvernement fédéral. Ça, c'est acté. Nous avons été informés que plusieurs agents d'influence tentaient de détruire les séances de salles de discussion réunies avec des cyber-experts. Et Lindell qui, en fait, a pas mal de bâtons dans les roues. Donc tout d'abord, Lindell, il a déclaré qu'il avait été attaqué physiquement la veille du dernier jour de la conférence. Waldron a déclaré qu'il y avait des agitateurs et des infiltrés à la conférence. Lindell a notamment mentionné des antifas.
Le live stream de Lindell a été piraté à plusieurs reprises lors de la conférence. Il a été rapporté que la source du travail de Lindell, Dennis Montgomery, a subi un accident vasculaire cérébral avant le début de la conférence. Il précise, nous n'avons aucune idée si cela est vrai. Une chose est évidente, quelqu'un voulait empêcher le symposium Lindell de faire passer son message. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des récits qui se jouent des deux côtés et il est impossible de discerner si à ce stade les données étaient réelles ou non. Vous voyez, il reste très neutre, on ne sait pas actuellement. Factuellement, si on suit les faits qu'on a pour le moment, on ne sait pas si les données que Lindell nous donne sont réelles ou pas. D'accord ? Il faut qu'encore qu'il y ait des experts qui les étudient, qui les identifient et qui nous disent est-ce que c'est réel ou pas. Cependant, cela peut en fin de compte ne pas être pertinent en raison de ce qui a été présenté à la conférence, qui était très réel, et les médias d'entreprise essaient désespérément d'empêcher d'être diffusés. D'accord ? Donc il y a des choses qui ont été présentées à la conférence qui sont intéressantes, qui sont sources de questionnement, mais les médias ne veulent pas en parler. Et justement, ce que je trouve vraiment très choquant, j'aurais pu vous les mettre, c'est que quand j'ai fait ma recherche sur le symposium, aucun média, d'habitude je peux trouver au moins une petite phrase intéressante dans un média mainstream, mais là, aucun média ne parle du fond, ne parle de ce qui s'est dit dans cette conférence. Parce que quand vous cliquez sur le symposium, c'est que vous voulez en savoir plus sur ce qui a été dit dans ce symposium. Eh bien, vous pouvez avoir aucune information. Donc ça, c'est quand même un point assez intéressant. La conférence a changé de vitesse tôt et a présenté des preuves en direct qui auraient été reçues juste avant le début de la conférence du comté de Mesa. Donc encore une fois, ils ont ratissé large, ils ont envoyé leurs preuves un peu partout. Montrant que le logiciel Dominion, lors de sa mise à jour du logiciel de la machine, des journaux supprimés, donc ils ont fait une mise à jour de leur machine, ils ont eu des journaux qui ont été supprimés, des données qui ont été modifiées sur la machine électorale. Il y a eu des images médico-légales qui ont été prises avant et après la mise à jour, et les cyber-experts présents à la conférence ont déclaré que cela montrait que Dominion changeait de logiciel, tentant de supprimer les preuves d'une fraude électorale généralisée lors des élections de 2020. La loi fédérale exige que les données soient conservées pendant 22 mois, ce qui n'a du coup pas été respecté. Les experts à la conférence ont déclaré que Dominion tentait de les supprimer à l'échelle nationale. Donc en fait, c'est là-dessus que ce média s'est intéressé, puisque ils ont trouvé que c'était l'élément le plus troublant, en tout cas le plus intéressant ou le plus riche d'informations. Donc c'est cette information qui était probablement les données les plus efficaces publiées au cours des 3 jours et a eu un effet profond sur les législateurs dans l'auditoire. De nombreux participants ont déclaré que cela les obligerait à faire des pressions pour des audits médico-légaux complets à l'échelle nationale des élections de 2020 à leur retour. Vous voyez qu'avec plusieurs articles différents, on arrive au même point, c'est qu'on a cette épée Damoclès là sur la tête des démocrates qui est de lancer des audits médico-légaux à l'échelle nationale pour tous les États, d'accord ? Voilà. Quoi d'autre ? Donc en fin de compte, Mike Lindell a réussi à faire en sorte que 40 millions de personnes regardent pendant 3 jours des preuves présentées montrant une fraude électorale lors de l'élection américaine de 2020. Cela est un exploit. Vous voyez, pareil, dans tous les médias que je voulais sélectionner, aucun ne donnait le nombre de personnes qui ont regardé. Ils ont craché sur toute la conférence, mais ils n'auraient même pas dit le nombre de personnes qui y avaient assisté. Et s'ils avaient dit qu'il y avait 40 millions de personnes qui avaient regardé pendant les 3 jours, ils auraient peut-être pas pu dire qu'il y avait que des fous qui regardaient, parce que 40 millions de personnes, ça fait quand même un sacré nombre de fous, d'accord ? Voilà, donc bel article en tout cas, et merci aux décodeurs qui ont mis cet article intéressant, enfin qui ont partagé cet article intéressant. On a le président Biden qui rigole alors que en fait des journalistes de CBS qui donnent en fait un sondage et qui montrent que la majorité des Américains ne le croient pas compétent ou concentré ou encore effectif, comment on pourrait dire ça, appliqué, performant, voilà, performant dans son travail. Voilà, donc ça, c'est pareil, ce genre de sondage, on n'entend pas beaucoup parler. J'imagine s'il y avait eu un sondage comme ça à l'époque de Donald Trump, on l'aurait mis en une à TF1 dans le journal de 20h. Par contre, quand c'est Biden qui a des sondages négatifs qui nous disent que la majorité des Américains ne le croient pas performant en tant que président, ça, il n'y a aucun média qui le relaie. Voilà, c'est l'information en 2021. Allez, cela commence. L'ancien commandant britannique en Afghanistan qui demande la cour martiale pour Joe Biden. Donc lui, il mâche pas ses mots. Donc par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan, les gens parlent de destituer le président Biden. Je ne pense pas que le président Biden devrait être destitué. C'est le commandant en chef des forces armées américaines qui vient essentiellement de se rendre aux talibans. Il ne devrait
Il ne devrait pas être destitué, il devrait être traduit en cour martiale pour avoir trahi les États-Unis d'Amérique et les forces armées des États-Unis. Voilà, donc lui, il y va fort. En tout cas, ça met la pression sur Joe Biden, ce genre de déclaration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'assaut du Capitole qui n'a pas été coordonné par des groupes d'extrême droite, révèle le FBI. Donc, en fait, on pourrait remettre le compte de Donald Trump, on pourrait s'excuser, on pourrait se mettre à genoux et s'excuser pour toutes les fausses informations qu'on a données à l'époque, puisque le narratif qui a été donné à l'époque, c'était que Donald Trump avait organisé ça avec des manifestants pro-Trump, que tout avait été coordonné pour faire un coup d'État. Hein. Tout avait été dit, hein. C'était un coup d'État, c'était un putsch, c'était un dictateur qui voulait garder le pouvoir. Eh bien, on a la confirmation aujourd'hui par le FBI que ça n'a pas été coordonné. Ça n'était pas le résultat d'un plan coordonné par des groupes politiques, mais plutôt un mouvement spontané. Est-ce que les médias mainstream vont s'excuser du traitement qu'ils ont infligé à Donald Trump, le traitant de dictateur, de personne qui faisait un coup d'État, pour garder le pouvoir? Non. Et c'est toujours pareil, on accuse sans preuve, et ensuite, quand on a les preuves qui nous disent que c'était pas le cas, soit on ne revient pas dessus, soit on le glisse comme ça, mais ça n'a aucun impact. Tout le monde a maintenant la vision de Donald Trump qui a voulu garder le pouvoir aux États-Unis en effectuant un coup dans la Maison Blanche. Enfin, pas dans la Maison Blanche, je sais plus c'était où exactement, dans le Capitole, voilà. Voilà, donc c'est juste hallucinant. Donc pas d'organisation centrale. Alors ils disent peut-être 5% des manifestants faisaient partie de milices relativement organisées, mais les 95% restants ont agi sans concertation préalable et il n'y avait pas de grand plan pour prendre d'assaut le Capitole. Voilà. Hallucinant, alors qu'on nous a dit qu'il y avait tout un complot pour garder le pouvoir aux États-Unis. Voilà, ce genre d'article, ça devrait faire la une et on devrait en parler pendant plusieurs semaines pour contrebalancer les semaines où on a passé à donner des fausses informations sur ce qui s'était passé. Voilà, donc ça c'est les médias aujourd'hui, c'est que on balance des fausses informations sur le moment venu et puis quand on a la preuve que c'était des fausses informations, on dit un mot ou on n'en dit même pas un mot parce que je pense que le journal de TF1 ou BFM TV n'en ont pas parlé. Et on finit avec Donald Trump, donc qui a fait un rallye donc à l'Alabama. Et regardez-moi ce monde. À chaque fois, on fait des petites comparaisons aussi. Je regarde les vidéos, le nombre de vues que fait Biden, le nombre de j'aime, le nombre de dislikes, le nombre de personnes qui viennent à ces meetings, à ces rassemblements, et le nombre de personnes qui viennent au rassemblement de Donald Trump. C'est juste, je veux dire, sans venir dans le factuel avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment imaginer que Biden ait fait un record en termes de voix alors qu'il n'y a personne à chaque fois dans ces rassemblements et que par contre Trump qui n'est plus président, qui fait des meetings et qui rassemble un monde fou à chaque fois, c'est juste incompréhensible en fait. Allez, je vous laisse avec la petite vidéo de Donald Trump. Je lance la vidéo et je finis avec, vu qu'il est 52, je vais mettre un terme dans la vidéo très vite. Donc ceux qui ont des questions ou des petites remarques ou des petites suggestions ou autres, réfléchissez-y, juste après la vidéo on prend et on termine quelques petites minutes après. C'est parti.
Voilà, donc ça, pareil, hein, le nombre de personnes qui sont présentes au meeting ne sont pas donnés. Les chiffres ne sont pas donnés dans les médias mainstream. D'un côté, on ne donne pas le sondage de Biden qui a une majorité d'Américains qui ne le croient pas compétent. Et on ne donne pas non plus les chiffres des meetings impressionnants que donne Donald Trump. Voilà. Merci Martine, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier puisque vous êtes 223 en direct et on est resté très très longtemps au-dessus des 200. Je crois que c'est un record pour la chaîne. Merci beaucoup. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager, à en parler autour de vous à des personnes qui pourraient potentiellement se réveiller. Vous avez vu, on essaye de rester sur du factuel, j'essaye d'avoir un public large et d'attirer des personnes qui se réveillent partiellement ou qui ont besoin d'avoir quelques petites questions pour mûrir un petit peu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire un don. Il y a le lien qui est sous la vidéo. Merci à ceux qui font des dons, ça nous aide beaucoup, puisque comme vous le savez, on fait ça gratuitement. On ne gagne rien à part les dons. Donc merci beaucoup. Merci Martine, c'est très gentil. Merci à tous d'avoir été présents, beaucoup de monde. Ce que je veux juste vous rappeler, c'est le titre de ce live, de cette revue de la semaine, c'est la guerre des nerfs. On l'a vu tout à l'heure, la guerre des nerfs. On veut nous faire croire que ce que l'on fait actuellement n'a aucun impact, alors que si, on a un impact. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réfléchir à peut-être d'autres solutions, d'autres moyens d'action, et on est très ouvert à d'autres moyens d'action. On réfléchit bien sûr, mais voilà. Gardons le moral, gardons notre attention fixée là-dessus. Si on nous martèle dans les médias et par la voix du gouvernement que ce que nous faisons n'a aucun impact, réfléchissez pourquoi est-ce qu'on nous martèle ça. Si on nous martèle ça, c'est parce que ils sont persuadés que ils voient que ça a un impact et justement ils veulent réduire cet impact. Ils veulent nous décourager. C'est une bataille psychologique. On l'a vu avec la guerre des nerfs. C'est une bataille psychologique et on veut faire abandonner l'autre. D'accord ? Est-ce que c'est nous qui allons abandonner ? Non, on n'abandonnera pas. C'est pas possible. D'accord ? On n'abandonnera pas. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci pour les partages. Merci pour les likes. Merci pour votre présence ce soir. Tous les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Pas de souci. Il est disponible en replay dans pas longtemps. Quelques minutes, il sera en replay. Merci. J'essaye de vous donner aussi du baume au cœur. Merci. Merci Alain. Merci à tous, ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à mercredi prochain pour le prochain live, mercredi prochain. Et puis, je vous ai dit que j'essaierai de passer à 2 lives par semaine. Je vais voir comment je m'organise. En tout cas, mercredi prochain, c'est sûr. Donc, à mercredi, tenez le coup, tenez bon, gardez le moral. Et puis, à samedi dans les manifestations pour ceux qui y vont. Et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous, à bientôt. Merci aux chercheurs d'or également. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt.